Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle revue de presse. Et comme promis, lors du Tour de France que j'avais commencé en octobre, vous m'aviez réclamé le plus souvent, c'était Pierre-Yves Rougeron et Claude Reichmann qui se bat contre le RSI. Eh bien, Monsieur Reichmann est là avec nous. Bonjour Claude. Bonjour Pierre. Merci de nous avoir rejoints pour la revue de presse. Vous avez été donc, comme j'expliquais, réclamé par les Français pour commenter l'actualité. C'est très flatteur. Parce qu'il y a quand même 3 millions, quasiment 3 millions de Français qui cotisent au RSI. Et ils veulent tous savoir comment quitter le RSI, comment stopper cette horrible arnaque à coups d'huissier. Donc vous allez être là avec nous pour commenter la revue de presse. Et je précise qu'en fait cette revue de presse va être un petit peu en deux parties parce que comme je reviens d'Athènes et comme entre-temps il s'est passé beaucoup de choses, la trahison de Tsiparas, on aura l'occasion d'y revenir. Mais l'information primordiale que je souhaite vous donner en tout premier, eh bien c'est Schäuble, le ministre des Finances du gouvernement allemand, Monsieur Schäuble donc qui veut que les Français entendent les cris de douleur des Grecs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, les crétins de BFM-VC TV n'ont pas osé en parler, et pour cause, c'est tellement politiquement incorrect. Cette déclaration de l'ancien ministre des Finances, M. Varoufakis, donc au journal anglais The Guardian, est repris, bien entendu, ça a été repris par toute la presse financière, qui était d'ailleurs totalement sidérée par cette confidence. Figurez-vous que derrière le martyre que les Allemands font vivre aux Grecs, en réalité, c'est la France qui est directement visée et avertie afin qu'elle se tienne à carreau. Déclaration de Varoufakis qui avait participé à toutes les négociations de Bruxelles. Alors, basée sur des mois de négociations, ma conviction personnelle est que le ministre des Finances allemand veut sortir en fait la Grèce de l'eurozone afin de terroriser les Français. Et en fait, la phrase exacte, to put the fear of God, en fait, c'est vraiment, voilà, the fear of God into the French and have them accept his model of a disciplinarian eurozone. Voilà, donc c'est clair, là, c'est les Allemands dans leur splendeur. Avec le fouet, c'est vraiment l'uniforme et tout. On y est, c'est le club sadomaso, là. C'est vraiment ça. Donc, c'est vous dire à quel point M. Hollande et Sapin sont pris au sérieux par le ministre des Finances de Mme Merkel. Non, mais c'est extraordinaire, cette déclaration. Non, mais c'est d'autant plus extraordinaire que M. Hollande est arrivé. Donc, c'est toujours si ce n'est pas grâce à lui qu'une solution a été trouvée. Comme Européen, moi, je ne veux pas la dislocation de la zone euro. La France, elle se bat. Elle n'est pas là dans le veto, elle n'est pas là dans la brutalité. Elle est là pour qu'on obtienne pour l'Europe, pour la Grèce, pour la France aussi, parce que c'est une grande nation européenne, même si je l'ai dit, il n'y a pas de risque majeur pour la France. Vous remarquerez d'ailleurs que M. Sapin s'est cassé le bras, me semble-t-il, récemment. Oui, voilà. il essayait de prendre le portefeuille d'un contribuable. Le type s'est défendu. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, il faut traduire en fait cette position de monsieur Schäuble. Les Français seront les prochaines victimes de la crise de l'euro et Berlin ne nous fera pas de cadeau. Ce sera le fouet avec des bouts de barbelés au bout, comme le flagellum qui avait déchiré le dos du Christ. Alors, je ne sais plus quel ministre avait, à l'époque, dit à François Mitterrand que la zone euro sera comme une maison en flammes dans laquelle il n'y aura ni porte, ni fenêtre, ni issue de secours pour s'en échapper. Eh bien, on y est, chers amis. L'incroyable ironie de cette déclaration visionnaire est que, comme vous l'avez sans doute vu dans mon livre 666, les billets euros n'ont sur eux que des ponts, des portes et des fenêtres. C'est quand même incroyable. Quelle arnaque que cette monnaie qui est en train de détruire 50 années de paix entre l'Allemagne et la France. Voilà, donc ça c'était dans le Guardian, également dans le Business Insider ou encore sur Zero Hedge et bien entendu Market Watch. Dr Reichmann, vous étiez candidat au présidentiel, vous êtes un homme politique, vous êtes engagé contre le RSI. Quelle est votre analyse là, de cette force absolument phénoménale que les Allemands veulent nous imposer, cette discipline budgétaire que de toute manière on n'a absolument pas à suivre? Vous savez, c'est une discipline que nous avions contresignée, puisque s'engageant dans la zone euro, nous avions évidemment signé un pacte, le pacte de responsabilité, de stabilité, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Je sais bien que les pactes sont faits pour ne pas être respectés, mais c'était un engagement. Les Allemands sont un peuple assez rigoureux, tout le monde le sait. Ils considèrent que quand on a signé un document, ils nous engagent.
Donc la France signe tout ce que vous voulez, mais elle ne s'engage jamais finalement. Dans cette affaire, depuis que la zone euro existe, c'est-à-dire maintenant depuis 13 ans, puisque l'euro est entré en vigueur en 2002, nous n'avons jamais, nous Français, respecté les règles que nous avions pourtant accepté de signer. Donc les Allemands sont dans leur logique. Mais contre eux, il y a le fait que depuis maintenant, on peut dire une dizaine d'années, que la France ne respecte pas et de moins en moins les disciplines et que nous sommes dans une spirale de déficit absolument dramatique. Depuis cette époque, jamais l'Allemagne n'a réussi à nous imposer la moindre discipline. Et cette fois-ci, il n'y parviendra pas davantage. C'est-à-dire que la discipline va venir du peuple français, qui ne va pas naturellement réclamer la discipline, mais qui va chasser ces mauvais gouvernants. Parce que la crise est en train de se développer. Les gouvernants n'ont plus la moindre autorité. Nous arrivons dans une situation de grand désordre, de grande anarchie même, pourrait-on dire. Et finalement, je pense que les décisions vont devoir être prises par un nouveau pouvoir. Alors, est-ce que ce nouveau pouvoir pourra encore le faire ? C'est ce que vous ressentez, que Hollande, là, va partir ? Je pense qu'ils seront chassés par l'émeute. Ce sont des émeutes qu'on n'a pas besoin d'organiser. En tout cas, nous ne sommes pas des émeutiers. Vous faites référence à ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Précisons qu'à ce jour d'enregistrement, donc, en ce moment, toute la Bretagne, toute la Normandie est bloquée par les paysans en colère, qui réclament bien entendu une augmentation des prix d'achat de leurs produits et qui bloquent donc un tiers du pays. Je fais allusion à tout ce qui s'est passé sans que la presse, mais vous le savez mieux que personne, dans la presse dite la grande presse, n'en ait jamais parlé. Il se passe le fait que la France actuellement est en arrêt économique complet. Ce qui veut dire que les crises se développent les unes après les autres, s'enchaînent, et qu'actuellement nous sommes dans une situation qui devient incontrôlable sur le plan économique. Ben vous avez tout à fait raison, puisque j'ai encore vu ce matin sur les chaînes d'information soi-disant continues, de désinformation continue, mais enfin ils sont obligés quand même de donner parfois des informations, et on a vu tout à coup le gouvernement affolé trouver des mesures d'urgence, alors que c'est un problème qui est là depuis des années. Je veux dire, les paysans se plaignent à chaque salon de l'agriculture, ça revient sur le tapis, et d'un seul coup, ils sont obligés de trouver des mesures d'urgence alors qu'ils n'ont pas le pouvoir. Donc c'est à cause de ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Vous pensez que ça va se terminer dans des émeutes ? Non, je pense qu'en réalité, la France souffre d'un mal très profond, qui est celui de n'avoir pas été cohérente avec elle-même en entrant dans l'Europe. Je veux dire en entrant dans l'Europe, notamment de l'euro. La France les Français ne voulaient pas rentrer dans l'euro. Non. Petit rappel en passage. Petit rappel fondé, car Sarkozy nous a trahis là-dessus. Quand on leur a demandé leur avis, ils étaient hostiles. Hostiles, opposés. Ils ont quand même voté le traité de Maastricht, mais à très peu, et avec la dramatisation que M. Mitterrand y avait apportée. C'était un projet enthousiasmant que de penser que non seulement ces peuples ont signé une sorte de pacte de paix perpétuel en s'associant depuis 1957 et en renouvelant cette affirmation à diverses reprises depuis cette époque. Mais c'est encore plus enthousiasmant que de penser qu'ils seront capables, en plus, de se doter d'une politique ou d'une diplomatie commune, de traiter en commun les problèmes qui touchent à la paix du monde, aux rapports de puissance, aux échanges internationaux. C'est une œuvre admirable pour notre génération. C'est une œuvre formidable pour vous, pour moi, et plus encore pour nos enfants, que d'imaginer ce que sera demain l'Europe dans laquelle ils vivront. Parce qu'à ce moment-là, ils vivront dans une communauté tout en ayant gardé leur patrie, préservé leur patrie, celle qu'ils aiment avant toute chose. Ils en auront conquis une deuxième. L'Europe, notre Europe. Les Français n'y sont pas favorables pour une raison simple, c'est qu'ils ne voient pas ce que leur apporte l'Europe. Alors que l'Europe pourrait leur apporter beaucoup. C'est le combat que je mène notamment pour la liberté et de la protection sociale. Oui. Mais actuellement, nous sommes dans une phase où la France, n'ayant depuis très longtemps, ça remonte à 1986 lorsqu'on a signé un traité qui s'appelait l'Acte unique et qui a ouvert au 1er janvier 1993 toutes les frontières intérieures de l'Europe. Ce qui voulait dire qu'il allait falloir aborder une concurrence de tous les États européens et par conséquent aussi une concurrence mondiale. Les États européens se sont préparés, la France pas du tout. Au contraire, elle a augmenté sa fiscalité, ses charges sociales. Ce ne sont que des constantes hausses de charges sociales. Sans arrêt, si bien nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation, je vais vous dire très modestement, que je l'avais décrite depuis déjà plus de 20 ans. Je savais ce qui allait se passer parce que je voyais bien, étant aux premières loges du combat pour l'adaptation aux dispositions européennes, qui ne se faisait pas.
Je voyais donc que nous allions vers le drame. Mais un drame, ça met parfois du temps à se nouer. Et là, actuellement, nous sommes dans une situation où vous allez voir se dérouler semaine après semaine, presque jour après jour, tous les éclatements de toutes les situations anormales. On le voit, on le constate. Nathalie Marchand élève 2500 porcs par an. Cette année, elle a fait 70 000 € de pertes, un coup dur pour son exploitation. Aujourd'hui, selon le ministère de l'Agriculture, plus de 22 000 exploitations sont en difficulté, parfois même au bord du dépôt de bilan. Donc nous, on ne sait pas payer nos charges, nos frais d'aliments, nos prêts à la banque. Même angoisse pour ce couple d'agriculteurs. 40 ans d'élevage porcin et pour la première fois, leur exploitation est déficitaire. Moi je dis c'est un drame aujourd'hui. Et si ce n'est pas fait avant l'hiver prochain, il y aura des catastrophes. L'affaire des paysans est dramatique en soi, puisque vous avez au moins 25 000 exploitations agricoles qui sont sur le point de mourir. Absolument. Voilà. Ça fait entre 22 000 faillites. 22 000, un peu plus peut-être. Enfin, c'est des drames humains. C'est des drames humains, c'est des drames économiques. C'est au moins plus de 100 000 personnes concernées. Exactement. Et il y a un autre phénomène très important, c'est que l'ensemble des entreprises, il y a 3 millions d'entreprises en France. Ces 3 millions d'entreprises sont toutes, absolument toutes, sauf les très grands groupes, dans une situation dramatique. Donc vous allez avoir un éclatement de la situation économique qui va se traduire non seulement par la faillite et la disparition d'entreprises petites ou moyennes, mais qui va se traduire également par la fin de toute capacité économique de l'État. Ils se tournent vers les entreprises, ils les détruisent au motif qu'il leur faut plus d'argent. Et du coup, la politique de la terre brûlée est devenue un peu une politique dramatique. Justement, pour aller dans votre sens, ça, c'est deux informations qui sont tombées. Alors, c'est notre lecteur, M. Lacoste, qui nous donne deux informations majeures sur la reprise en France. La fameuse reprise de M. Hollande. Alors, petit 1. Le nombre d'heures de travail déclarées par les particuliers employeurs, c'est la femme de ménage, ce sont les emplois domestiques, Sarah la nourrice, etc., a poursuivi sa baisse au premier trimestre selon les statistiques de l'ACOS. Ce recul pour le 12e trimestre consécutif a atteint 1,4%, le rythme le plus élevé depuis la fin 2013, et quasiment 4% sur un an. Le nombre de particuliers employeurs a quant à lui diminué, à nouveau quasiment de 1% sur le trimestre, pour revenir à 1,9 million, et de 1,9 sur un an. L'horaire moyen déclaré par employeur a baissé de sa part de 0,6%. Donc en fait, on est dans une stagnation, enfin, c'est même pas une stagnation, c'est strictement un recul. Donc ça, c'était Reuters qui nous l'a donné suite aux statistiques de l'ACOS. Alors, deuxième point, le nombre de défaillances d'entreprises cumulées sur un an a progressé de 0,6% à fin avril. Ce que j'ai vu pour ma part, j'ai vu que les autorités publiques, en fait, dès qu'il s'agissait de PME où il y avait 200, 300, ils se débrouillaient toujours, ils calculaient en fait de manière à ce que ces entreprises soient liquidées, soit au début des vacances, d'été ou d'hiver. Et donc là, malheureusement, au mois de décembre de cette année, on aura encore pas mal de liquidations, notamment de grosses entreprises. Voilà, donc il y a eu 63 780 entreprises qui sont mortes. Alors ça, c'est une statistique de la Banque de France et c'était également sur Reuters. Donc effectivement, là, on a une sorte de radeau de la Méduse. Donc là, vous avez deux petits indicateurs parmi des centaines d'autres qui nous indiquent tous la même chose, qu'en fait, c'est exactement ce que vous venez de nous dire, c'est la destruction de la France économique et que le gouvernement est en train de détruire le tissu économique pour essayer de gagner quelques heures de survie. Oui, c'est exactement cela et en réalité, nous sommes dans une guerre civile. Une guerre civile? Oui, qui ne dit pas son nom. Oui. Et nous avons une armée d'occupation qui est constituée de 6 millions de fonctionnaires commandés par 4 000 hauts fonctionnaires. Oui. Et dont toutes les actions sont validées par 8 000 magistrats. C'est extrêmement puissant ce que vous venez de dire. Mais je vous le dis avec force et avec conviction. Et vous avez en face de vous un indigné. Je suis un indigné. Car oui, j'ai entendu M. Fillon à Morzine. Ne fais pas la défense. Non, non, ça. J'occuperai où je voudrais, mon cher ami. Alors, vous êtes indigné je pourquoi? ne vous préviendrai pas. Je suis indigné parce que j'ai entendu M. Fillon à Morzine expliquer. Le monde n'est pas en train de changer. Il a changé et nous n'avons rien vu.
un type qui n'a rien vu et qui est Premier ministre, mais qu'est-ce qu'il fait? Or, il avait parfaitement bien vu, puisqu'en 2007, il a déjà déclaré « je suis à la tête d'un État en faillite ». Qu'est-ce qu'il a fait en 5 ans? Alors, naturellement, la gauche n'a rien fait non plus, je veux dire, elle n'a rien proposé non plus. Non, on ne peut être qu'indigné. Alors, mais moi, je suis un indigné qui avance des raisons, à la différence de beaucoup d'autres qui n'avancent au fond que leur indignation, qui est respectable, mais qui n'avance à rien. C'est une conclusion qui m'a dérangé moi-même. Oui. Quand je suis arrivé à cette conclusion, je me suis demandé est-ce que j'ai raison? Est-ce que je n'exagère pas? Et à mesure que le temps et l'expérience ont fait leur œuvre, et que surtout je suis sur le terrain, c'est-à-dire que je traverse évidemment la France dans tous les sens. Ah, vous avez fait toute la France? Toute la France, je ne sais combien de dizaines de villes. Ce qui m'a déterminé, c'est une dame que j'ai rencontrée. Elle m'a dit, enfin monsieur, les gens qui nous gouvernent, pourtant, mais comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas? Ils sont intelligents, ils ont fait des études. Est-ce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire? Et je lui dis, madame, ils comprennent très bien. Mais ce que vous n'admettez pas pour l'instant, vous n'êtes pas arrivé à cette conclusion, c'est que nous sommes, nous ceux qui travaillons, nous sommes des ennemis de classe pour eux. Ils veulent nous détruire en réalité. Alors certains vont hausser les épaules ou lever les bras. Comment se fait-il? Ils veulent vous détruire. Mais oui, chacun de leurs actes le démontre. Quelle est la conclusion logique de ce constat? C'est que cette armée d'occupation, c'est 6 millions de fonctionnaires et leurs 4000 officiers, qui sont des énarques, sont des gens qui théoriquement sont là pour servir le peuple, bien sûr, pour faire marcher le pays. Et en fait, ils ont fini par devenir un corps qui est là pour le piller. Donc ce sont des prédateurs. Ils ne sont pas du tout là pour servir, ils sont là pour piller. Or, vous ne pouvez pas comprendre la situation si vous n'admettez pas ce présupposé. Ils sont là pour piller à leur profit. Et d'ailleurs, les seuls qui ne ressentent pas la crise, ce sont précisément ces gens. Est-ce que vous avez déjà... A. Pardon? La catégorie A. Oui, la catégorie A et même d'autres catégories moins brillantes, entre guillemets, sont également des privilégiés actuellement, de par la prédation qu'ils exercent sur tous les autres Français. Donc, cette situation qui met d'un côté des gens qui sont là pour servir officiellement et qui ne servent pas, et de l'autre, des gens qui sont réduits en esclavage à cause de ce comportement. Eh bien, cette situation est proprement révolutionnaire. Il suffit, en réalité, que la situation économique se tende un peu plus, que les capacités financières de l'État deviennent de plus en plus faibles et qu'un nombre de plus important de Français qui vivent en partie, d'ailleurs, il faut le dire, de redistribution sociale n'est plus ce qu'ils attendent pour que le climat devienne totalement révolutionnaire. Il l'est déjà. Et la surprise, c'est que ces 3 millions de chefs d'entreprise, au fond, qui cotisent au RSI. Qui cotisent au RSI et qui s'en tireraient s'ils ne cotisaient plus au RSI. Oui. Comment se fait-il qu'ils acceptent encore cette situation, qu'ils baissent la tête au lieu de dire « ça suffit ». Parce que vous avez les huissiers qui débarquent le lendemain. Non. Non, mais je vous donne ce que j'ai entendu sur le terrain. Je comprends l'argument, mais ils ont peur en réalité. Ils ont peur de l'huissier, ils ont peur d'autre chose, ils ont peur de leur ombre. Les huissiers saisissent aussi les comptes bancaires, ne l'oubliez jamais. Non, mais attendez, mais lorsqu'on sait... Non, mais je précise quand même. Je suis très au courant de cela, vous pensez bien, que nous les affrontons tous les jours, et par dizaines. Mais chez nous, avec notre action, ils sont inopérants, inoffensifs. Pourquoi? Parce que les gens que nous soutenons, que nous aidons, prennent les dispositions nécessaires pour ne pas donner prise à ce genre de procédés illégaux, car ils sont totalement illégaux. Donc nous, nous appuyons sur les lois. Notre mouvement a toujours été légaliste. Et nous nous appuyons sur les lois pour protéger ceux qui ont le droit d'être protégés. Mais j'ai donné cet exemple récemment dans une réunion. J'avais eu une conversation, il y a déjà pas mal d'années, avec une personne qui m'a expliqué qu'il avait été raflé avec un de ses amis par les Allemands pendant la guerre. Oui. Et lorsqu'ils ont été dans le wagon, cet homme a remarqué qu'une des portes n'était pas bien fermée. Il a dit à son copain, la porte n'est pas bien fermée, on se tire. Son copain dit, non, ils vont nous reprendre, c'est pas possible, ils vont nous reprendre. Mais écoute, viens, non, ils vont nous reprendre. Bon, le type a dit, bon, écoute, j'y vais, moi, tant pis. Oui. Il saute du wagon, il s'aperçoit qu'il n'y a personne, il va sous le wagon, il se débrouille pour quitter la gare ou l'entrepôt où il se trouvait, et il n'entend plus parler de rien, il s'engage dans la résistance. Après la guerre, il revient à Paris, parce que c'est à Paris que ces événements se sont déroulés, et il va voir son copain, du moins il va chez lui. Il tombe sur sa femme, qui lui dit, ben non, il est mort en déportation.
Je pourrais vous donner quand même un autre exemple. Je reviens d'Athènes, comme vous le savez. Le peuple grec a été trahi par 2 fois de suite, on va y revenir, par l'extrême gauche des amis de M. Mélenchon, qu'on salue. Hein, 2 fois de suite, c'est du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. Mélenchonopoulos. Mélenchonopoulos. Là, les Grecs, leurs salaires ont été divisés par 2, voire par 4. Ils ne se révoltent pas. C'est très intéressant d'observer que depuis maintenant 2010, le peuple grec, qui est pressé comme un citron, c'est le cas de le dire, ils sont passés d'une TVA à 10 ou 12% à 23% pour tout, la viande, y compris les préservatifs, les taxis. Enfin, je veux dire, c'est bientôt, ça va être... ils n'auront plus du tout d'argent. Le peu qu'ils avaient leur est enlevé par cette taxe TVA supplémentaire. Ils ne réagissent pas. Comment vous expliquez ça, si vous avez peut-être une idée? Enfin, cela dit, moi, j'en ai pas non plus. Hein, donc, les Grecs sont un peu assommés par ce qui leur est arrivé depuis tant d'années. Et surtout, ils ont un très gros problème, qui est celui de la représentation politique. Ils se sont révoltés d'une certaine manière, parce que quand ils ont élu l'extrême gauche, ça n'était probablement pas par adhésion au programme de l'extrême gauche, mais par refus des privations, par refus d'une situation dont ils ne voyaient pas l'issue. À juste titre, d'ailleurs, il n'y avait pas d'issue. Il n'y en a toujours pas, d'ailleurs. Mais la révolte, ça naît toujours de la même manière. Vous avez un petit groupe de gens, qui sont des gens qui sont plus conscients que les autres, et qui commencent à protester, qui agissent, qui font des manifestations de diverses natures, etc., et qui finissent, le moment venu, par réunir tout le monde, parce que le point de non-retour est arrivé. Donc, en Grèce, il n'y a pas d'issue politique. Vous avez... Il n'y a pas d'issue, aucune issue politique. Il n'y a pas d'issue politique. Ils sont mis en esclavage. Et c'est la raison pour laquelle les Grecs ne réagissent pas pour l'instant. Mais ils vont réagir, inévitablement. Parce qu'ils ont été effectivement trahis par Tsipras, qui leur a raconté n'importe quoi et qui a ensuite fait n'importe quoi. L'idée pour eux de se reporter vers les socialistes du PASOK ou par la nouvelle démocratie est une idée qui ne leur paraît pas très valable dans la mesure où ces partis n'ont pas fait de merveille, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je pense que c'est une situation très dangereuse, parce que ce qui va se passer, quand vous n'avez pas d'issue politique, ça se passe où? Ça se passe dans la rue, ça se passe dans des conditions totalement non maîtrisées. Et ce qu'on peut craindre, c'est une situation d'anarchie en Grèce. Ça, on peut le craindre. Alors à ce moment-là, ceux qui veulent imposer des règles économiques particulièrement sévères à la Grèce n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Parce que quand c'est l'anarchie, plus rien ne se passe. Justement, je vais vous donner une information très très intéressante, parce que ça c'est valable pour tous nos auditeurs, lecteurs et spectateurs. Les Grecs n'ont plus accès à leur coffre-fort. Donc voilà ce qui attend tous ceux qui font confiance à leur banque. Alors je parle également de banque française, hein, parce que vous savez qu'il y a eu les banques grecques sont restées fermées pendant quasiment 15 jours. Bien entendu, le contrôle de capitaux, et le contrôle des capitaux vous interdit également d'avoir accès à votre coffre-fort. C'est intéressant. Donc les Grecs qui ont mis par exemple dans leur coffre-fort, qui ont sorti l'argent de la banque, hein, au guichet, et ils ont dit tiens, je vais le mettre dans le coffre-fort, au moins là j'y aurai accès. Eh bien non, ils n'y ont pas eu accès. Voilà. C'est Marc Faber, que j'ai eu le plaisir d'avoir à la revue de presse, qui a écrit la leçon de la crise grecque. Les coffres-forts ne sont pas forts. Des mesures répressives financières, écoutez bien, qui ont été inventées par le banquier d'Hitler, Hjalmar Schacht, dans les années 1930, y compris la fermeture des banques et limiter les retraits au guichet. Les contrôles des capitaux vont arriver partout dans les prochaines années. Soyez prêts. Si vous n'avez pas le contrôle à 100% de vos lingots d'or ou de vos pièces d'or, eh bien, vous n'avez en réalité aucun contrôle là-dessus. Voilà. Donc, lecteurs, spectateurs, vous êtes prévenus. Si vous avez mis tout ça dans votre coffre, bien oubliez, hein, parce que c'est votre banque, hein, quand même, qui vous permet d'ouvrir la porte, hein, pour y avoir accès. Et en cas de fermeture des banques en France, et on va y venir, vous êtes d'accord, c'est inévitable, eh bien, vous n'aurez pas accès à tout ce que vous avez mis de côté. Voilà. J'ai oublié quand même quelque chose d'important. Oui. Hein, voilà. Alors ça, c'est la désinformation des envoyés spéciaux à Athènes de BFM. J'ai trouvé ça quand même incroyable. Ils ont expliqué aux Français que le week-end dernier que les Grecs pouvaient maintenant retirer 460 € par semaine. Quel progrès, hein, 100 € de plus. Voilà. Sauf que cela ne fait que 65 € maximum par jour. Voilà. Avant la réouverture des banques, on était à 60 € maximum par jour.
le mensonge à tous les étages pour faire croire que tout va bien en Grèce, hein, que les banques sont rouvertes, que tout va bien, voilà, il n'y a pas d'inquiétude. La crise grecque a été résolue pour la 25e fois. Hein. Je me souviens de Sarkozy, hein, il y a 3-4 ans, qui disait « j'ai résolu, hein, voilà, la crise grecque c'est terminé ». Pour la deuxième fois en un an, l'Europe vole au secours d'Athènes au bord de la faillite. Le FSF, le FSF, le FSB, le FSF pourra participer à la recapitalisation si nécessaire des banques grecques. J'arrive pas à dire EFSF et personne ne comprend d'ailleurs ce que ça veut dire. J'espère avoir expliqué bien sûr, de façon à peu près compréhensible. Est-ce que c'est clair dans votre esprit, mes explications? Devant la rue la plus commerçante du Pirée, Andreas attend désespérément des clients. Depuis la mise en place du contrôle des capitaux, il est passé de 50 à moins de 5 clients par jour. Et avec les retraits d'argent limités, il ne peut plus importer de nouveaux vêtements. Andreas n'est pas le seul à lutter pour sauver son commerce. Vassilis Korkidis représente les 280 000 petites et moyennes entreprises du pays. Pour lui, la situation est alarmante, notamment car les PME n'arrivent plus à importer. Le contrôle des capitaux comme ça pour la France, vous le voyez pour quand? Bon, il peut survenir à tout moment. Il suffit. En réalité, c'est moins la hausse des taux d'intérêt qui est une menace évidemment directe que la situation sur le terrain. Si vous avez en France des émeutes ou des situations incontrôlées comme celles qui sont en train de se dérouler, qui finiront peut-être par être contrôlées provisoirement, mais qui seront remplacées par d'autres, vous allez avoir la panique des investisseurs. C'est-à-dire que... Elle a déjà lieu en ce moment. Elle a lieu, mais pas à un point tel qu'elle menace pour l'instant l'économie française. Vous avez très bien fait d'aborder ce sujet. Vous nous le servez sur un plateau d'argent, hein, ou d'or même. Hein, prenez un plateau d'étain, ce sera moins coûteux, vous n'aurez pas de signe de richesse. Voilà. Le lendemain du vote des Grecs qui ont dit aux Allemands d'aller se faire voir, pour rester poli, eh bien, vous avez vu que, comme par hasard, Wall Street, le Dow Jones, enfin Wall Street, hein, tous les ordinateurs, tout à coup se sont arrêtés. Hein, parce que, et ça c'était bien entendu pour empêcher tous les gens de paniquer et de vendre leurs actions. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien ils ont mis tout le système en rade sous prétexte d'une panne. Moi je précise quand même que ça fait, et vous aussi vous l'avez vu, hein, les ordinateurs en panne du RSI, des retraites, etc. et surtout des banques, Crédit Agricole, Société Générale, sont de plus en plus nombreuses, destinées à empêcher les gens de faire leurs opérations régulièrement. Donc c'est une cavalerie, ça leur permet de garder l'argent pendant 2 jours de plus sur leur compte. C'est ça qu'on voit. Et cette panne géante de Wall Street au lendemain de ce qui s'est passé en Grèce est éloquente. Oui, c'est-à-dire que le danger pour la France est un danger qui tient à la situation politique. Naturellement, nous sommes tous conscients que les taux d'intérêt sont évidemment très bas pour l'instant et qu'ils ne peuvent que monter. Mais ce qui peut être vraiment destructeur, c'est le fait que le gouvernement n'ait plus le contrôle de la situation, qu'il apparaisse qu'il n'ait plus le contrôle de la situation, et que les prêteurs qui sont actuellement la dernière ressource du régime. Oui. Vous n'avez plus en France aucune autre ressource possible, puisque l'épargne des Français a disparu. L'épargne a été captée. Vous avez vu justement qu'ils ont abaissé encore plus le taux de rémunération de la Banque d'Europe. C'est un pur scandale. Le livret A est un facteur secondaire de l'épargne. Le plus important, c'est l'assurance vie. Et l'assurance vie, qui n'est pas placée en action, enfin, ce qu'on appelle les unités de compte, a disparu. Elle a été prêtée à l'État en bons du Trésor, et cet argent a été dépensé, c'est le déficit. Donc les gens qui croient avoir par leur assurance vie de l'argent, en réalité, ils ne sont riches que de la promesse de l'État de les rembourser. Ils sont riches en promesses. Hein. Mais cet argent a disparu, il a été dépensé par l'État. C'est Charles Pasqua qui disait les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Qui les écoutent, voilà. Tous les détenteurs d'assurance vie, hein. Bien prudence. De la part de feu Charles Pasqua, un grand homme. Donc nous allons avoir une situation qui deviendra totalement ingérable, puisque vous allez avoir des tas de gens qui attendent un paiement, une retraite, une allocation, etc., qui ne l'auront plus, les fonctionnaires qui seront les premiers à ne pas être payés. Vous savez, il y a un sociologue allemand qui s'appelle Harald Welzer, qui est un homme très intelligent, et il a dit, au fond, il ne se passe jamais rien tant que les bus passent à l'heure. Mais quand les bus ne passent plus à l'heure,
alors là, tout peut arriver. Et là, nous sommes à la veille du moment où les bus ne passeront plus à l'heure en France, parce qu'on voit bien que le gouvernement, littéralement, est dans une situation où tout lui échappe. D'ailleurs, il y a eu un événement tout à fait extraordinaire le 14 juillet à Paris. Vous savez qu'il y a un groupe, ou des groupes qui ont appelé une manifestation pour un coup d'État. Pour un coup d'État qui était en l'occurrence annoncé, donc il n'était pas factieux. Il l'annonçait. C'était une blague, enfin quasiment une blague. Et ils avaient créé ce qu'ils appelaient un Conseil national de transition, et ils demandaient qu'on leur remette les clés de la ville. En fait. Voilà. Bon, bien entendu, ils savaient pas. Ce qui était logique d'ailleurs. C'est logique, et d'autre part, c'est moins risible que ça n'y paraît, parce qu'au fond, qu'ont-ils fait par cette action? Ils ont rendu crédible, au moins dans l'expression, l'idée qu'il va falloir que le gouvernement s'en aille. Il y avait plusieurs milliers de personnes qui se sont donné rendez-vous dans des endroits différents de Paris, qui n'avaient pas demandé, à ma connaissance, aux autorités préfectorales le droit de manifester, voilà. Qui se retrouvent à un endroit puis à un autre. Pas un seul policier, pas un seul gendarme. Ils étaient maîtres de Paris. À cette heure-ci, où étaient les forces de l'ordre? Elles protégeaient les tribunes officielles du défilé ou tel bâtiment. Donc quand vous voyez une scène pareille, c'est fascinant, parce que vous vous dites, mais tout d'un coup, Paris est à la main de n'importe quelle émeute. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'une émeute, mais il peut y en avoir demain. Absolument. Où étaient les forces de l'ordre? Or, que criaient ces gens-là? Ils ne criaient pas des slogans, des sous, non, ils criaient liberté. Est-ce que vous vous rendez compte? Liberté. Mais c'est extraordinaire, dans un pays comme la France, qui a pris la liberté pour devise, que des Français soient en train de manifester dans les rues en criant liberté, c'est quand même le signe que nous sommes entrés dans une période extrêmement difficile et redoutable. Mais justement, vous avez la liberté comme l'ont expérimenté les révolutionnaires, comme vous savez si bien. Je ne sais pas ce qu'il sort de ces libertés qui se gagne par la rue. Si, je sais par l'histoire qu'il n'en sort pas toujours des événements positifs. La liberté, elle est surtout, on va dire, financière. Oui, mais vous le savez très bien. Mais elle est aussi politique en France, parce que vous savez, actuellement, vous avez tous les jours un nouveau règlement. Tous les jours une interdiction. Ah oui. Et donc, une nouvelle taxe surtout. Les gens n'en peuvent plus. Etc. Les gens n'en peuvent plus. C'est intéressant parce que, à la suite de ce qui s'est passé en Grèce, Monsieur Arfeuil, donc, qui fait la chronique dans notre revue de presse des endettements, donc, nous a donné sa dernière analyse. Alors, il dit, après la Grèce, ça sera le tour de l'Italie, selon les chiffres d'Eurostat. Alors, je vais vous donner l'endettement par pays. Alors, bien entendu, c'est la Grèce, qui a 317 milliards d'endettement, soit grosso modo, 177% de son PIB. C'est 180%, c'est du délire, c'est du jamais vu. Alors, un autre problème donc, qui est juste derrière, voilà, donc il ne faut pas trop chercher, c'est l'Italie, puisque sa dette publique est de 2134 milliards, soit 132% de son PIB. Alors, en troisième, tout de suite derrière, c'est le Portugal, donc dette publique de 225 milliards, mais 130% de son PIB. Ensuite, l'Irlande, donc qui est à grosso modo 110%, avec 203 milliards. Ensuite, il y a Chypre. On sait ce qui est advenu à Chypre. C'est intéressant. Donc, vous voyez bien que les traders ont gardé le meilleur pour la fin, si je peux dire. Ils ont gardé l'Italie, le Portugal, pour les dépecer tranquillement et se repaître sur les privatisations et ainsi de suite. Alors ensuite, il y a la Belgique. La Belgique est à 106% de son PIB. L'Espagne, officiellement, à 98% de son PIB, donc ils ne sont pas loin du 100%. La France, à 95%, officiellement, avec 2037 milliards d'endettement. Et bien entendu, le Royaume-Uni, l'Angleterre, qui n'est pas si loin que ça, puisqu'ils ont 1600 milliards, et ils sont à 90% de leur PIB. Et M. Arfeuil continue
Et ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il dit depuis 1918, il y a eu 67 créations d'union monétaire et à chaque fois, l'union monétaire a fini par éclater. 67 tentatives et au final 67 explosions. L'économiste danois Jens Nordvig a répertorié qu'entre 1918 et 2012, quelques 67 unions monétaires ont volé en éclats. Toutes les tentatives d'États indépendants de constituer une monnaie commune unique ont fini par échouer. On ne connaît pas d'exemple qui est réussi. Alors, je précise que Asselineau, donc le patron de l'UPR, avait donné la même analyse, grosso modo, il y a 4 ans, et bien avant M. Nordvig. Est-ce que vous voyez que l'euro, le poids de l'euro, a contribué effectivement à l'alourdissement des charges RSI? Ce qui a contribué à alourdir les charges générales de l'État, des Français, c'est le fait que la monnaie dite unique n'a jamais été une monnaie permettant l'adaptation. L'adaptation ne pouvait se faire que par le biais de mesures internes, c'est ce qu'on appelle la déflation interne ou la dévaluation interne, comme vous voudrez. C'est-à-dire que vous avez une situation économique qui s'est dégradée, donc des gens qui gagnent moins, et des cotisations qui, elles, continuent d'augmenter. Oui. Donc il est évident que les gens sont littéralement pris en tenaille ou en ciseaux, et qu'ils n'arrivent plus à les supporter. Et justement, est-ce que vous savez combien de chefs d'entreprise ont déposé le bilan? Je vous avais posé la même question l'année dernière, mais là, maintenant on est un an de plus. Combien de gens ont déposé le bilan à cause du RSI? Autour de 70 000 à peu près. 70 000 personnes 70 000 personnes Depuis le début, depuis la crise, enfin la crise est vieille, mais disons depuis 2008, si vous voulez, oui, à raison de 60 à 70 000 par an, calculez le nombre d'années. 2008-2015, ça fait 7 ans. Oui. Hein, ça fait donc ça fait 450 000, 500 000 entreprises, sans compter celles qui ne peuvent pas se créer. Oui. Donc vous avez chaque année... Dans les entreprises, vous comptez les auto-entrepreneurs? Oui, mais les auto-entrepreneurs déposent rarement le bilan, ils arrêtent plutôt. Ils arrêtent, ils arrêtent. Mais je compte surtout les entreprises qui font défaut, c'est-à-dire qui sont mises en faillite, ou qui déposent le bilan tout simplement. Eh bien, ces entreprises, nous en avons perdu à peu près 500 000 depuis 2008. Et comme on n'en a pas créé en nombre suffisant depuis, et pour la même raison d'ailleurs, on peut considérer que chaque année, il y a un manque d'1 million d'entreprises qui ont dévasté le tissu national. Comment expliquez-vous qu'on ne vous voit pas plus souvent sur BFM, iTélé, dans le Figaro, je veux dire, pour informer les chefs d'entreprise, justement, BFM Business, hein, voilà. Là, au moins, on devrait vous voir au moins une fois par mois. Oui, comment vous expliquez ça? Je ne sais pas, ils pensent que je suis probablement trop timide pour aller parler devant une caméra, ça doit être ça. Je ne vois pas d'autre explication plausible, parce que les faits que j'explique et l'action que je mène avec les gens qui me soutiennent, eh bien c'est une action qui d'abord est totalement légale. Nous ne faisons absolument rien d'illégal. Nous appliquons les lois. J'ai vu quand même passer une loi qui punit maintenant quasiment, je crois que même les journalistes seront punis si on parle du RSI et des moyens d'en sortir. Alors, c'est une loi qui n'est pas applicable, puisqu'elle est en réalité... Non, mais ils ont le culot de voter ça. Oui, ils ont voté cela. La loi existe depuis 1995. Non, j'ai vu quelque chose de beaucoup plus récent. Oui, mais ça vient d'être... Les sanctions viennent d'être aggravées. C'est ça. Mais les sanctions d'une loi qui n'est pas applicable, ce sont des sanctions qui n'existent pas en réalité. Ils aggravent des sanctions fondées sur un texte qui n'existe plus. D'accord. Alors, c'est quand même extraordinaire. L'objectif qu'il poursuivait était simplement de faire peur. C'est la peur. Donc le RSI veut faire peur à tout le monde pour qu'on continue à cotiser comme des esclaves. Mourrez, nous ferons le reste. D'accord. Justement, dans la revue de presse précédente, on a parlé d'un croque-mort avec chaque cercueil qu'il vendait. Il proposait une thalasso en prime. Oui. Il peut nommer authentique, hein, mais il proposait une thalasso. Et Pierre-Yves Rougeron, justement, nous a expliqué dans son analyse qu'en fait, la vraie raison, c'est que c'est un commerçant à la base et que ce commerçant, en fait, est pris à la gorge. Et donc, il offre quelque chose en plus. Il faut qu'il vende ses cercueils. Et donc, c'est la seule solution qu'il a trouvée, peut-être pas très heureuse, certes, mais c'est une solution. Au moins, il essaie de faire quelque chose pour, je rappelle, là, pour survivre. Voilà. Enfin, pour terminer sur cette menace de sabre de bois, c'est une menace qui, en réalité, n'a jamais existé, puisque quand elle a été édictée en 2005, si je me souviens bien, la presse l'avait baptisée la loi anti-Reichmann,
puisqu'elle était destinée à ma modeste personne. Ce qui, entre nous soit dit, une loi ad hominem, ce n'est pas le propre d'une démocratie. Mais enfin, vous êtes censuré donc, hein, ils voilà. veulent vous censurer. Et donc, vous savez, ils sont en perdition. Je crois qu'on ne comprend rien à la situation actuelle si on ne sait pas que ces gens ne savent plus ce qu'ils font. Ils sont perdus. Vous savez, le RSI... Le RSI, c'est une branche de l'URSSAF, on est bien d'accord? Non, pas du tout. Enfin, c'est la sécurité sociale des indépendants. Voilà, auparavant c'était l'URSSAF et maintenant voilà. Ça a été mis dans une branche qui s'appelle RSI. Voilà, mais c'est l'URSSAF qui le gère quand même. Donc, effectivement, c'est une situation un peu curieuse, mais c'est surtout, si vous réfléchissez à cette situation un instant avec un peu de recul, on appelle ça la sécurité sociale des indépendants. Oui. Pourquoi veut-on faire dépendre les indépendants? Ils n'ont pas besoin d'une sécurité sociale. Les indépendants peuvent parfaitement s'assurer librement, d'ailleurs la loi maintenant les autorise, mais il y a quelque chose de scandaleux dans l'idée de verser des gens qui sont indépendants dans un système identique à celui des salariés. Ils ne sont pas salariés, donc ils n'ont pas effectivement le régime général des salariés, mais ils ont un système social voisin et pratiquement identique, avec un certain nombre de choses en moins. Mais quelle idée folle que la droite, d'ailleurs, a finalement installée. Il ne faut pas oublier que c'est M. Renaud Dutreil qui est le père de ces mesures. Bon, Renaud Dutreil et tous ceux qui sont comme lui. Donc, ce sont des gens qui ne se sont même pas rendus compte d'une chose, c'est qu'ils étaient en train de faire une folie idéologique. Ils allaient mettre dans un système concentrationnaire des gens qui sont indépendants. Alors, justement, voilà. Votre commentaire va être très intéressant là-dessus, à la lueur du RSI, justement. Alors, 2 autres régions en faillite à cause des RSA, cette fois. Hein. Donc, alors, notre lecteur, M. Baraduc, a vu que la ville de Fontenay-sous-Bois, dans le 94, est aussi en faillite, en raison, je cite, du désengagement de l'État de l'ordre de 6 millions d'euros ces dernières années. La ville va certainement vendre son château de Cocherel, c'est une colonie de vacances, et sa résidence de vacances à Hyères. La ville cherche désespérément une banque pour emprunter de l'argent pour son fonctionnement. Même si on dit que Fontenay est peu endetté, alors pourquoi vendre ses bijoux de famille? Résultat des courses, plus de vacances pour les défavorisés. Ça me faisait penser aux piscines municipales changées en bac à sable. Les routes de la ville sont jonchées de trous non rebouchés, ce qui me fait aussi penser au jeu SimCity où, quand les routes sont abîmées, eh bien, cela signale un gros problème. Fin de citation. Alors, notre lecteur, M. Souquet, que je salue, a vu, lui, que le département du Rhône, vous vous rendez compte, le département du Rhône doit trouver en urgence 50 millions d'euros sous peine de faillite. L'audit ne sera dévoilé publiquement qu'en septembre. J'aime beaucoup le truc. C'est-à-dire que les Français l'apprendront en septembre, mais on vous le dit déjà. Voilà. Le travail du cabinet Ernst & Young, choisi par le président du Nouveau-Rhône, Christophe Guillutot, pour éplucher les comptes du département, a été présenté cette semaine aux élus. Et le constat est alarmant. Voilà. Donc c'est une dépêche de l'AFP qui, en théorie, ne devait sortir qu'au mois de septembre de 2015. Non mais c'est totalement hallucinant. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer, puisque notre lecteur Confucius lui a vu dans l'opinion qu'une chute de 48% des recettes d'impôts sur les sociétés sur les 5 premiers mois de 2015. Confiance, nous dit-il, la croissance est là. C'est une sacrée baisse du chiffre d'affaires qui, elle aussi, pousse la France à la faillite totale. Lire ici l'opinion. Enfin, dernière statistique plus qu'alarmante, 10% des exploitations d'élevage, on en a parlé tout à l'heure, entre 22 et 25 000 sont cet été au bord du dépôt de bilan grâce au blocus de la Russie. Il faut le rappeler. Pas un mot sur BFM, pas un mot sur iTélé, sur France 2, en disant que la situation des agriculteurs, ceux qu'ils vivent en ce moment, a été aggravée justement parce que M. Hollande a choisi d'être le caniche des Américains. Et donc il respecte le blocus et donc tous nos produits ne peuvent plus être exportés comme avant en Russie. C'est quasiment c'est vraiment être traître à la France. Moi c'est mon opinion. Voilà. M. Errand a vu sur FR3 Languedoc que la mairie de Davejean vend sa piscine sur le Bon Coin. Alors c'est une petite commune dans l'Aude, elle met sa piscine en vente pour boucler son budget. C'était un petit bassin pour les enfants, de 12 mètres sur 7. Et cette petite municipalité des Corbières se retrouve donc sur le Bon Coin. Goûter aux joies de l'eau à Davejean. La piscine communale est fermée par décision municipale. C'est tout le drame de ce petit village de 115 âmes en Haute-Corbière. La dette dépasse les 160 000 €, alors que le coût de la remise en état et de l'exploitation estivale de la piscine coûterait au bas mot 26 000 €. Elle nous coûte beaucoup trop cher. On a des revenus de plus en plus minimes. Les dotations de l'État
s'effrite d'année en année. Cette année, on a eu 6 000 € de moins. Donc c'est énorme pour nos budgets. Seule solution trouvée par la mairie, la mise en vente sur le net de la piscine. Je demande au maire, bientôt il va vendre sa mairie. Hein, voilà. Alors, votre commentaire, sur la faillite du département du Rhône, mais ce n'est pas le seul, hein, sur la ville de Fontenay-sous-Bois, sur la chute de 48% des recettes d'impôts sur les sociétés. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça participe effectivement de ce que vous nous disiez en entrée de jeu, c'est-à-dire qu'on va vers la révolte des Français? Je pense que lorsque le docteur Rieu est sorti de chez lui, il a trouvé un rat mort sur son palier. Oui. C'est le début de la peste. Oui. C'est ce qui se passe en ce moment. Oui. On vient de voir quelques rats morts sortir des informations. C'est le début de la faillite. Quand vous avez des faillites de ce type, ou des pré-faillites, qui surgissent... C'est des faillites. Ce sont même des faillites. Vous avez à ce moment-là une situation qui n'est pas isolée. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans le département du Rhône ou dans la ville de Fontenay-sous-Bois. Il s'est passé tout simplement un phénomène général qui est celui d'une faillite organisée par l'État, de l'État et par l'État. Et nous allons maintenant vivre de plus en plus et de plus en plus vite. La preuve, c'est que vous nous disiez que ces informations qui ne devaient paraître qu'en septembre sont connues maintenant. C'est tout simplement qu'on ne peut plus les dissimuler. Donc vous allez avoir de plus en plus d'événements de ce type. Et c'est une situation qui est à la fois qui était prévisible et qui va laisser les Français désemparés. Parce qu'au fond, quand vous dites que sur telle ou telle chaîne d'information, on ne parle pas de ceci ou ne parle pas de cela. Ah, on parle de rien. Sauf pour vous dire qu'il fait beau, hein, que c'est le moment d'aller à la plage, ou qu'il faut boire de l'eau quand vous conduisez, quand il fait trop chaud dans votre véhicule. Voilà, ou que les gares sont bondées parce que les gens partent en vacances. Hein, et ils nous font des directs pour ça. Hein. Oui. Et donc, la responsabilité de la presse en général, c'est justement de ne pas préparer les Français à l'idée qu'il va falloir prendre des mesures. Comme en 1940. Oui, mais vous savez, ce qui se passe, c'est vraiment un phénomène de ce que Julien Binda appelait, entre les deux guerres, la trahison des élites. Les élites présumées sont quand même là pour remplir deux rôles, pour entraîner le reste de la population dans des actions de conquête commerciale, conquête économique, pour faire en sorte que les choses se passent bien, et puis pour informer. Or, elles ne font ni l'un ni l'autre. Les grands groupes économiques se sont tous exilés pratiquement. Ils ont fixé leur siège ailleurs. Et j'ai discuté récemment avec le directeur d'une association patronale très importante qui, à la fin de notre discussion, m'a dit « Vous savez, monsieur, au fond, nous, la France ne nous intéresse pas. On n'est plus là. » Ils disaient la même chose en 1930. Oui, oui, la même chose en 1970. La France ne les intéresse pas, mais les Français sont quand même là. Oui, c'est leurs clients. Voilà. Et deuxièmement, on est dans une situation où, à partir du moment où la population, finalement, ne sait pas ce qui lui arrive. Parce que si les gens comprenaient pourquoi ces choses arrivent, comment elles sont arrivées, et quelles sont les possibilités d'en sortir, les gens ne seraient pas désemparés. Oui. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un risque, l'historien Pierre Gaxot avait très bon historien, très bon historien, avait très bien identifié. Tombé dans l'oubli d'ailleurs. Tombé dans l'oubli. Diverses raisons, mais. Et il disait, un peuple qui tombe s'accroche à un serpent. Oui. C'est le risque que nous avons actuellement. Le serpent, c'est naturellement toutes les fausses solutions qui peuvent se présenter. Et on a vu ça dans l'Allemagne des années 30, on a vu ça ailleurs. C'est exactement ce qui se... On va y revenir d'ailleurs, oui. Hein, mais c'est exactement ce qui va se passer en Grèce d'ailleurs. Voilà. Et donc nous sommes actuellement en France dans une situation où il y a des groupes, comme le nôtre par exemple, qui alertent le public, qui sont suivis par des gens très nombreux. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de Français qui nous suivent et nous avons des audiences de plusieurs centaines de milliers, car il y a énormément de gens qui nous lisent, qui nous écoutent. Vous redonnez l'adresse de votre site, justement. Le site que je dirige s'appelle claudereichmann.com et vous pouvez également voir le site Le Mouvement des Libérés, mouvement-d-libéré.fr, qui est un mouvement qui, lui, n'est pas le mouvement pour la liberté et de la protection sociale que je préside. C'est pour quitter le RSI. Voilà, c'est un mouvement frère, si je puis dire, qui regroupe sous une forme un peu légère et très inventive tous les gens qui veulent sortir du RSI ou de l'URSSAF ou de leur caisse de retraite. Et donc nous sommes dans une situation où finalement le grand choix qui va se poser au pays, c'est de savoir qui
va lui proposer les bonnes solutions. Alors il y aura des démagogues effrénés, comme on en connaît. Comme on l'a vu en Grèce. On l'a vu en Grèce. Tsipras, voilà. Parfait démagogue. Et puis vous allez avoir peut-être des gens... Parfait démagogue, oui, du même type que Tsipras. Mélenchon est tout à fait... D'ailleurs, il se retrouve très bien dans la personnalité de Tsipras. C'est un peu effrayant même. On se dit, mais alors il n'y a plus une seule personne en France, dans le monde politique, qui échappe à la dépréciation générale. Et ça, c'est quand même un phénomène à la fois justifié, parce qu'il faut quand même le dire, les hommes politiques ne méritent pas le respect en France, et puis c'est inquiétant, parce que comment voulez-vous faire autrement que par la politique si vous voulez faire des choses dans un pays? Donc il faut que nous inventions une nouvelle politique. Il faut que nous inventions des hommes et des femmes nouvelles, des femmes nouveaux, devrait-on dire, qui seront d'une part dans une logique différente, c'est-à-dire ils sont dans une logique de mission et non pas dans une logique professionnelle. C'est intéressant. Ça vous surprend peut-être parce que finalement, je ne sais pas, vous êtes évidemment très porté sur l'information économique et financière, etc. Mais nous qui animons essentiellement des groupes où il y a pour l'essentiel des médecins. Il y a des médecins, il y a beaucoup de commerçants, artisans, professions indépendantes, etc. Ce sont des gens qui actuellement sont en train vraiment de se mettre en position de reprendre la tête du pays. Il faut quand même le savoir. Ils ne font plus confiance à personne d'autre. On va vous parler de mouvement poujadiste, là. Mais moi, j'assume parfaitement ces mouvements-là. Je vais vous dire, le mouvement que j'anime actuellement a pour ancêtre Poujade, Nicou et Poussé. Et pourquoi vous dis-je cela? Je n'ai finalement pas grand-chose de commun avec ces personnes, puisque je ne suis pas issu du même milieu. Mais quelle était finalement la caractéristique de ces mouvements? Le mouvement Poujade, le mouvement Ils étaient toujours détruits d'impôts, de taxes, etc. C'était ça au départ. Et surtout, c'était des mouvements de commerçants et d'artisans. La novation avec notre mouvement à nous, qui est né maintenant, c'est que pour la première fois, il y a les médecins, les professions libérales. C'est-à-dire que cette union de tous les indépendants, que les médecins ne voulaient pas à l'époque, moi j'étais favorable. À l'époque de Nicou, que je connaissais très bien, Nicou était d'accord aussi, j'étais d'avis que les médecins devaient participer à ce mouvement parce qu'ils étaient les prochaines victimes. Mais les médecins croyaient qu'on ne les attaquerait pas. Non, ils les ont rasés, là, ça y est. Ils avaient fait trop d'études pour qu'on leur fasse du mal. Eh bien, si, on les a littéralement massacrés. Et donc, ce qui se passe actuellement, et la raison pour laquelle notre mouvement est aujourd'hui très puissant, c'est que pour la première fois, l'ensemble des classes moyennes y figurent. Ça, c'est une innovation extraordinaire que nous devons, pour l'essentiel, au gouvernement de M. Hollande et à sa ministre de la Santé, Mme Touraine, qui a fait basculer les médecins dans l'opposition systématique maintenant. Ah ben écoutez, en tout cas, une chose qui ne va pas basculer, si vous voulez, c'est la collusion entre les politiques et les banquiers. Ça. Puisque vous avez certainement entendu parler de la baleine de Londres, hein, c'était le scandale de la JP Morgan à Londres qui avait perdu plusieurs milliards. Et donc c'est en pleine vacances du mois de juillet, bien entendu, c'est en pleine vacances que la baleine de Londres a été blanchie par la justice, et évidemment. Hein. Non, il n'y a pas eu de pâte graissée. Hein. Non, j'ai jamais l'impressionné. C'est une justice pour les banquiers, une autre pour les gueux. Je suis content que les médisants soient ramenés aux réalités. Voilà, une justice pour les banquiers et une justice pour tout le reste, pour les gueux, les sans-dents, comme on dit. Ça, vous le saviez. Mais là, avec Robert Ixil, donc c'est lui la fameuse baleine de Londres, vous avez une nouvelle, sublime, sérénissime même preuve. Pas de nouvelles mesures à l'encontre de Bruno Ixil, le trader français à l'origine de plus de 6 milliards de dollars de pertes de trading pour la banque JP Morgan. Le comité des décisions réglementaires, un panel indépendant au sein du gendarme anglais, du gendarme des marchés financiers, a rejeté le dossier constitué par les enquêteurs du gendarme des marchés. Il ne connaîtra pas le même sort que Jérôme Kerviel. Les autorités britanniques ont indiqué le 10 juillet qu'elles n'allaient pas poursuivre Bruno Ixil. Voilà. Donc je vous traduis le véritable message du gendarme de la Bourse de Londres à l'attention des peuples américains et anglais. Voilà. C'est ça le véritable l'impunité. Voilà, l'impunité totale, incroyable. Le plus drôle est que ces deux copains, l'espagnol Javier Martin Artajo et le français Julien Groux, ont quand même été inculpés aux États-Unis. Il faut bien avoir un ou deux lampistes sous la main. Alors, petit rappel, la JP Morgan a payé sans broncher 3 milliards de dollars pour que les charges ou poursuites, comme vous voulez, soient abandonnées. On s'arrange entre nous.
on vous paye 3 milliards, voilà, et voilà, tout va bien. Et le ministère de la Justice abandonne les charges. Pas de crime, pas de procès, pas de détails techniques qui risqueraient de fuiter dans le public lors du déballage au tribunal. Voilà, lire, c'est un mélange de l'AFP, de Reuters, réécrit par la tribune que M. Lacoste a vu pour nous. Et là, je dois avouer que j'étais sidéré. Parce que le scandale de la baleine de Londres, ça a été le viol de toutes les règles de sécurité les plus élémentaires. C'est une immense escroquerie, bien entendu, menée par tous ces traders. Et là, ils sont blanchis par le gendarme de la bourse de Londres. Incroyable. Voilà, ça vous montre bien qu'il y a une justice pour les gueux et une autre pour les banquiers. Et pour les seuls banquiers, d'ailleurs. Comment un trader seul dans une salle de marché, comment peut-il prendre des positions comparables à l'économie d'un pays? Alors en l'occurrence, ce trader, c'est un Français, Bruno Michel Ixil. Il travaillait auparavant à Paris pour la banque française Natixis et on l'appelle aujourd'hui la baleine de Londres à cause de ses positions énormes sur les marchés. Et on note au passage que les Français sont souvent à l'honneur en matière de trader fou. Il y a eu Jérôme Kerviel, bien évidemment, mais plus récemment, il y a également eu Fabrice Tour, souvenez-vous, le Fabulous Fab de Goldman Sachs. Alors, ce trader spécule sur des CDS, ce sont des produits financiers ultra sensibles qui sont gagnants ou perdants si une entreprise ou un pays fait faillite. On voit là en plus l'aspect moral de la chose, on spécule sur la mort des entreprises. Mais tout cela est légal et très rentable. Selon le Wall Street Journal qui relate cette histoire, ce trader français a fait gagner 100 millions de dollars par an à son employeur, à sa banque. Et tout est comme ça d'ailleurs. On apprend que le patron de ce trader a gagné l'an dernier 14 millions de dollars. Ça vous fait pas trop peur, ça, cette justice On a bien, notre ministre des Finances est un banquier, c'est un banquier de la Rothschild. N'étant pas banquier, je n'ai pas peur au moins de cela. Mais, non, mais ça vous fait pas peur, cette collusion bien entendu. Justice, ce qui doit faire peur à chacun d'entre nous, c'est les risques insensés que ces gens prennent avec l'argent des autres, l'argent d'épargnants plus souvent, pour un profit personnel qui sera immense s'ils réussissent, et pour une sanction nulle s'ils échouent. Et donc, ce qui veut dire que votre argent n'est pas protégé par les règles les plus élémentaires de la bonne gestion. C'est ça qui fait peur. Quoi. Protégé, mais vous plaisantez. Non, non, Attendez, mais vous... Non, mais revenez sur Terre, Claude Reichmann, revenez sur Terre. Je dis protégé par les lois. Voilà, bon, écoutez, en tout cas, on va qui ne sont pas respectées. Voilà, une autre information pour les sans-dents. Ou les 100 piscines, c'est le cas de le dire. Encore des piscines municipales fermées pour réaliser des économies à 2 balles par les municipalités. Un maire a trouvé un moyen astucieux de faire des économies. Fermer la piscine de la ville tout en annonçant un vague projet de stade nautique. Les Libournais, comptez-vous comme on dit, de notre lecteur M. Gauthier, encore une piscine qui a disparu. Ici à Libourne, le maire PS a fermé la piscine municipale pour tenter d'ouvrir un stade nautique. Mais en attendant, Libourne n'a plus de piscine du tout. Bah oui. Et par ces temps de canicule, les Libournais, comptez-vous, parmi les bips. Joli tour de passe-passe. Les premières tendances du futur stade nautique de Libourne. Le projet de nouvelle piscine sera présenté dans une semaine aux élus de l'agglomération. C'était l'engagement du candidat Philippe Buisson à la mairie de Libourne. C'était dans Sud-Ouest. Voilà, pour si on veut le croire. Mais c'est génial, les mecs, ils ferment la piscine et puis ensuite ils vous montrent les plans de la future piscine qui va voir le jour dans 10 ans. Je trouve ça génial, bravo les mecs. Alors, ils sont très forts. Et alors, un autre de nos lecteurs, alors vraiment lecteurs, spectateurs, je vous remercie parce que vous me faites remonter des informations tout à fait extraordinaires. Il nous signale que la piscine de Sainte-Savine a également disparu en pleine crise. C'est incroyable. En ce moment, même les piscines disparaissent. C'est la crise. Non, mais les piscines disparaissent. C'est fascinant. Le maire a choisi de mettre en place des navettes vers un lac. Les Saviniens ne profiteront pas des bassins cet été, fermés pour des raisons budgétaires. Il le dit clairement. Il dit c'est fermé pour des raisons budgétaires. Voilà. Mais pourront toujours aller au lac. La ville met en place des navettes gratuites pour le lac de la forêt d'Orient. Les 17 et 24 juillet, le 7 et le 21 août, les familles pourront passer une journée complète sur la plage de Ménil-Saint-Père. Voilà, Fauzé, il n'y a pas à dire, c'était dans l'Est éclair pour le voir ici. Non mais vous voyez, et ça, je trouve que ce sont les Français qui sont victimes de la faillite de l'État dont vous venez de parler. Ça, c'est les dernières économies de bout de chandelle. C'est pour économiser le salaire d'un maître nageur ou deux, ou des produits de nettoyage et d'aseptisant de la piscine ou de la caissière qui... voilà. C'est pour économiser ce salaire. Voilà, ils n'ont plus de budget, l'État a retiré toutes les aides, machin, etc. L'État est en faillite.
Eh bien, voilà où nous en sommes arrivés. Et je trouve ça absolument, vraiment consternant, épouvantable, fascinant. J'ai plus de mots pour dire ce que je pense de monsieur Hollande, de monsieur Macron et de tous ces enfoirés qui sont en train de voler les Français. Ces histoires de fermeture de piscine sont une démonstration parfaite. Et c'est un confort, un petit confort qui a été enlevé aux gens. Je ne veux pas pleurer les pauvres, c'est pas ça, hein. Je ne veux pas faire dans la démagogie non plus. Mais je trouve que les municipalités qui avaient des piscines et qui les ferment, eh bien c'est tous les enfants de la ville qui ne peuvent plus y aller, qui ne peuvent plus apprendre à nager. Et c'est un confort et un apprentissage de la natation, etc. Eh bien voilà, tout ceci nous est enlevé par la crise et par ces enfoirés de banquiers. Voilà. Alors, justement, puisqu'on parle des banques, eh bien, les banquiers eux-mêmes ne vont pas bien, Claude. Hein, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus suffisamment de quoi se servir. Ils n'ont plus assez d'argent pour pomper, pour voler les gens. Et ceci explique pourquoi la Barclays va virer 30 000 personnes à nouveau. À nouveau. Et ils ont déjà viré des dizaines et des dizaines de milliers. Un autre plan. Alors, le cirque grec a détourné toutes les attentions des États-Unis, dont l'endettement est bien entendu pire que celui d'Athènes. Il faut peut-être quand même le rappeler. Tout va bien, nous dit BFM-VC, et les clowns qui y travaillent, tout va bien, même si une nouvelle banque américaine vient de tomber. En toute discrétion, ça va de soi. La première banque, c'est la première banque, hein. C'est pas la dernière, c'est la première qui est tombée. C'est drôle. C'est un peu comme dans l'Apocalypse de Jean, vous savez, le premier et le dernier, et ainsi de suite. Donc la première banque basée à Denver est mourue. Hein, voilà. C'est un écho à une autre banque mourue, Edgebrook Bank de Chicago, qui a fait faillite début mai 2015. Les actifs et les comptes clients ont été transférés non pas à la dernière banque, mais la United Fidelity. Voilà, lire ici la liste de la FDIC. Et merci à Madame Landry qui l'a vu. Continuez, chers spectateurs, à faire confiance aveuglement à votre agence bancaire. Et donc, un autre de nos lecteurs a vu justement que la Barclays Bank va virer 30 000 banquiers de plus dans les 2 années à venir, après avoir coupé la tête de son directeur général, Anthony Jenkins. Cette cure d'amaigrissement qui ramènerait les effectifs mondiaux de la banque britannique à moins de 100 000 personnes d'ici la fin 2017 est considéré comme le seul moyen de redresser les performances du groupe et son cours en bourse. En fait, c'est le seul moyen pour payer des dividendes aux actionnaires de cette même banque. Voilà, il faut quand même le présenter proprement, voilà, sinon c'est pas sérieux. Hein, voilà. Donc, ils n'ont plus d'argent, hein, le flux monétaire est en train de se réduire. Les banquiers sont comme des tiques. Hein, voilà. Et il n'y a plus de sang à pomper, donc ils sont obligés de tuer les tiques. Hein, les tiques se tuent entre elles. Hein, voilà. C'est pour ça qu'ils vont tuer 30 000 banquiers. Alors, et justement, alors, une autre information de l'un de nos lecteurs qui est à la Banque Postale. Alors ça, c'est génial. Vous avez un compte à la Banque Postale, Claude ? Oui. Oui. J'ai vu le tweet d'un client mécontent du temps que la Banque Postale met pour encaisser un chèque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 11 juillet, le conseiller financier de la Poste dit: on peut décider jusqu'à 18 jours pour l'encaissement d'un chèque sur un compte. Voilà, donc vous mettez un chèque qui vous a été fait, donc techniquement c'est disponible immédiatement. Hein. Eh bien non, 18 jours pendant lesquels la Poste va se servir sur votre compte. Bon, en tout cas, pour les clients de la Banque Postale, donc pour vous, c'est déjà la Grèce. Hein, voilà. De notre lecteur, Monsieur Zboub, qui nous dit: ces derniers temps, les Grecs étaient limités à 60 € par jour dans les distributeurs. Mais sachez qu'à la Banque Postale, les retraits sont pour un forfait de base limité à 400 € sur 7 jours glissants, soit précisément 57,14 € par jour. Et encore, ça c'est le montant pour les distributeurs de la Banque Postale, car le montant tombe à 300 € sur les autres distributeurs, soit 42,86 €. Youpi, dit-il, mais chut, chut, nous dit-il, pas d'amalgame. Voilà, donc bon, clients de la Banque Postale, barrez-vous. Partez de là. Non, mais je suis très sérieux. Partez de là parce que vous ne pourrez plus. De toute façon, le fait que la Banque Postale vous met au même niveau que les Grecs, ça vous montre son niveau de faillite. La Banque Postale est en faillite. C'est absolument dramatique. Ceci est une preuve de plus. La preuve, c'est que les Grecs ont fermé leur banque et ils avaient le droit de retirer exactement le même montant que la Banque Postale en France. C'est hallucinant. Votre commentaire là-dessus ? Je pense que tout simplement, ça s'inscrit dans l'ensemble de la symptomatologie, comme nous disons en médecine. C'est-à-dire que quand vous avez une maladie, vous avez un ensemble de symptômes. Alors, chaque symptôme pris isolément peut avoir du sens. Celui que vous venez d'indiquer en a. Oui. Mais il y a beaucoup plus de sens quand vous mettez tous ces symptômes ensemble et que vous pouvez faire un diagnostic. Le diagnostic, c'est évidemment la faillite.
nous sommes en faillite actuellement. Et donc l'ensemble, les fermetures de piscines, les réductions de retrait à la Banque Postale, le fait que des entreprises tombent tous les jours, c'est le même syndrome. C'est le syndrome de faillite qui tient au fait, premièrement, que la France n'a jamais pris les mesures nécessaires pour s'adapter à la concurrence européenne et internationale, et deuxièmement, au fait que l'État dépense en France, à chiffre constant, 250 milliards de plus que l'Allemagne. Voilà, la véritable cause de tout ça, c'est une cause très simple. Nous avons 57,5% de dépenses publiques par rapport au PIB. L'Allemagne a 12,5 points de moins. Ça fait 250 milliards. Et nous n'avions pas cette différence aux environs de l'an 2000. L'Allemagne a fait ensuite le plan Schröder. Oui. Nous avons fait le plan de dépenses massives et d'absence d'économie. Ce sont ces 250 milliards qui pèsent sur toute la situation, qui sont en train de nous tuer. Donc il faudrait réduire de 20% toutes les dépenses de l'État, des communes et des régions, et de la sécurité sociale. Nous serions au niveau de l'Allemagne, sans plus. Mais nous serions à un niveau compatible avec notre engagement européen. Nous ne le sommes plus parce que nous avons laissé tout dériver. Voilà la raison du mal français. Vous avez partout, quand vous faites un pas en dehors de chez vous, et même chez vous, vous payez aussi. C'est 60% en fait. 57,5% des dépenses publiques par rapport au PIB. Oui. Ce qui représente 2100, 2150 milliards. Vous les retrouvez dans chaque acte économique. D'accord. C'est-à-dire que les agriculteurs sont malheureux et sont en train de mourir littéralement, économiquement, parce qu'ils ont d'une part une protection sociale infiniment trop lourde pour eux, deuxièmement l'impossibilité de payer moins leur personnel tout en ayant, ce personnel ayant des rémunérations identiques avec tout simplement des charges sociales moindres également, et parce qu'ils n'ont pas non plus la possibilité de travailler, de faire des produits qui ne supportent pas les 57,5% de dépenses publiques. C'est un cercle qui n'est même plus vicieux, c'est un cercle que tout le monde peut comprendre. Si à chaque moment quelqu'un met, et c'est l'État en l'occurrence, met son poids sur un acte économique, cet acte économique est plus cher. Et donc c'est la raison, le mal français ne tient qu'à cela. Sur les 3 millions, grosso modo, de personnes qui cotisent au RSI, s'il y en a 500 000 qui arrêtent de cotiser au RSI et qui passent par la liberté, par la liberté que vous préconisez, est-ce que l'État n'est pas immédiatement en faillite? Parce que moi j'ai l'impression que l'État tient beaucoup aujourd'hui grâce à tout ce qu'ils prennent justement URSSAF, RSI, etc. qui en fait servent. Non, l'État ne serait pas en faillite, c'est le RSI qui est déjà en faillite d'ailleurs de toute façon. Enfin, l'État déjà est en faillite. Hein. Oui, mais l'État est en faillite aussi. Non, mais si les gens quittent massivement le RSI, il ne se passera rien de plus qu'une faillite banale qui déjà est inscrite dans les faits, puisque le RSI a actuellement chaque année 6 milliards de déficit. 6 milliards. Sur les 17 milliards, le RSI touche 11 milliards de cotisations et dépense 17 milliards. Bon, là-dessus, c'est évidemment ce qu'on appelle la solidarité nationale. En fait, l'État compense par différents impôts et taxes. Donc si des gens massivement s'en vont, que va-t-il se passer? D'abord, il va se passer des choses très positives pour eux. Ils vont sauver leur entreprise, ils vont pouvoir engager du personnel, comme tous les témoignages que nous recevons le disent, et le RSI sera dans sa situation normale, c'est-à-dire en faillite. C'est vraiment très simple de quitter le RSI? Oh, y a rien de plus vous pouvez simple. nous expliquer Il n'y a rien de plus simple. Techniquement? Écoutez, la règle générale est d'une très grande simplicité. Il y a une obligation d'assurance. Si vous êtes en France et que vous travaillez en France, vous devez être soit à la sécurité sociale, soit assuré par une autre assurance. Donc nous disons, et avec tout le poids des lois qui nous donnent raison, que nous pouvons devenir des assurés sociaux européens. C'est-à-dire que nous cotisons à une autre sécurité sociale. Donc vous allez cotiser, ça se fait par Internet, 2 clics Internet, vous devenez un assuré social européen. Mais je vais vous donner un exemple. Vous avez donnez-nous un exemple une voiture. Voilà. Non, pas d'une voiture. Non, si, non, donnez-nous d'un chef d'entreprise, même petite entreprise, qui cotise au RSI aujourd'hui. Il va souscrire une assurance maladie européenne, d'accord? D'accord. Bon, vous avez une firme quelconque à nous donner il y a toute une série d'entreprises, vous les trouvez sur Internet, sur notre site, etc. Bon, il souscrit, ça va lui coûter en moyenne 350 € par mois, ce qui l'amène autour de 4 000 € alors que la plupart d'entre eux cotisent à hauteur de 8 000, 10 000, 12 000, 20 000. D'accord. Ça coûtait beaucoup moins cher.
il va devoir également souscrire une assurance vieillesse par le biais de la souscription d'une assurance vie européenne. Voilà. Mais ça, ce n'est pas toujours indispensable, car si vous avez déjà cotisé à une assurance vieillesse, vous avez une assurance, même si elle n'est pas suffisante. Mais vous remplissez l'obligation d'assurance. À partir de là, ils écrivent au RSI en leur disant, voilà, compte tenu de telle loi, telle loi, telle loi, nous leur donnons bien entendu la lettre type qu'ils doivent envoyer, je vous indique que je cesse de cotiser à votre organisme. Et à partir de ce moment-là, ils ne payent plus rien. D'accord. Mais pourtant, les organismes les bombardent de courriers recommandés, etc., en leur disant qu'ils ont interdiction de quitter le RSI. Oui, mais ce que vous allez recevoir du RSI, ce sont des lettres qui vous disent des mensonges. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas ceci, mais ce sont des lettres qu'il ne faut pas aller jeter à la poubelle, car elles doivent être contestées pour certaines d'entre elles. C'est la raison pour laquelle nous recommandons à tous ceux qui se libèrent de le faire avec des conseils. Alors ces conseils peuvent être les nôtres, ça peut être ceux d'un avocat, ça peut être ceux d'un juriste ou d'une autre association, peu importe. Enfin, toujours est-il que pour ceux qui se libèrent, c'est extrêmement simple, parce qu'ils n'ont qu'à prendre quelques précautions. Ces précautions consistent surtout à être suivis par un organisme qui connaît ces procédures. De façon, alors nous procédons de cette manière, d'autres peuvent faire autrement, mais nous demandons à chacun de ceux qui souhaitent passer par nous, nous leur disons envoyez-nous tout courrier que vous recevez. Donc à partir de là, nous répondons très vite à toutes les personnes en leur disant soit ne faites rien, soit faites quelque chose et nous leur disons ce qu'ils doivent faire. D'accord. Donc ils vivent finalement, vous pouvez avoir leur témoignage, il suffit d'aller sur Facebook ou ailleurs, vous demandez libérer. C'est un site et il y a également des pages Facebook. Les libérés de la Sécu. Donc ça, vous le trouverez facilement. Donc finalement, c'est une démarche qui est assez simple. La seule chose qui soit compliquée, c'est de vaincre la peur. Vous-même, vous m'expliquez, oui, il y a quand même des huissiers, il y a ceci, il y a cela. C'est effectivement... Oui, bien sûr, mais c'est ce que me disaient tous les Français que j'ai rencontrés qui désiraient vous entendre à ce sujet. S'ils se renseignaient, ils sauraient que c'est une peur qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'il n'y a pas à avoir peur d'un huissier. Un huissier, s'il n'a pas de titre exécutoire, il ne peut rien faire. Oui, mais attendez, Claude, je veux dire, tout le monde n'a pas la même aisance. Hein. Je veux dire, le commerçant dans son bar-tabac ou le médecin, vous savez, tout le monde n'a pas la même aisance face aux huissiers, aux banques, etc. que vous. J'entends bien, ou éventuellement moi. mais leur aisance... Vous comprenez quand même leurs craintes. Hein. Non, mais je les comprends parfaitement. Mais ce que je vous dis, c'est simplement que comme ils ont peur de l'huissier, ils peuvent prendre les précautions nécessaires en faisant appel à des gens qui savent les en défendre. D'accord. Sinon, hein, voilà, conseil du goudron et des plumes pour l'huissier. C'est ça? Oh non, nous sommes des gens pacifiques et paisibles. Maintenant, si les gens ont le sens de la décoration, je suis étonné depuis le début de la crise, depuis les huissiers sont les seuls bénéficiaires de cette... Oui, bien sûr. Et je suis sidéré qu'il n'y ait pas eu de problème, plus de problèmes que ça, qu'il n'y ait pas eu d'huissier qui se soit fait caillasser, etc., comme les pompiers d'ailleurs, ou les gendarmes, ou les policiers qui interviennent. Les huissiers, eux, s'en tirent à merveille. Oui, mais c'est parce qu'il y a en fait deux jeunesses actuellement, par jeunesse j'entends. Oui. Il y a deux types de jeunesse en France. Vous avez la jeunesse issue de l'immigration, qui, elle, dans les quartiers dits de non-droit... Oh ben là, les huissiers n'y vont pas, c'est simple. Hein. Non, ils n'y vont pas. Mais dans ces quartiers, cette jeunesse, bon, pas toutes, mais vous avez des voitures qui brûlent, vous avez des zones où les forces de l'ordre n'entrent pas, les pompiers non plus, etc. Et puis vous avez une autre jeunesse, qui est la jeunesse d'origine française, qui, actuellement, est maltraitée au-delà du raisonnable et qui, jusqu'à présent, ne s'est pas manifestée par des actes violents. Alors nous prenons bien sûr des actes positifs et non violents, c'est-à-dire se libérer de la sécurité sociale, du RSI, c'est non violent, c'est quelque chose de légal, mais à un moment ou à un autre, je crains que certains ne cèdent à la violence, je le crains. En tout cas, nous allons faire une pause, mais juste avant la pause, donc vous me donnez en fait, il y a une autre idée, hein, simplement pour échapper au RSI, très simple, d'ailleurs à tous les huissiers. Installez-vous dans des quartiers, dans ce qu'on appelle les zones de non-droit. Voilà. Hein, voilà. Donc là, vous êtes tranquille, les huissiers ne viendront pas vous chercher. Hein. Voilà, c'est la France à deux vitesses aujourd'hui. La crise? Quelle crise? Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. Chez nous, les choses n'ont pas l'air catastrophiques. Pour la plupart des gens, la crise, ce n'est encore qu'un mot.
Mais oui, parce que nous mangeons notre faim, nous sommes en paix. Le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. C'est vous, et vous seul, qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de Superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Eh bien, vous avez pu voir avec Yves Montand que la crise, c'est pas spécialement nouveau et que le gouvernement socialiste de l'époque avait déjà choisi un acteur millionnaire pour expliquer aux sans-dents qu'ils doivent se serrer la ceinture. Je trouve ça assez drôle quand même quelque part. Eh bien, moi, je vais revenir sur Athènes, où j'ai été. Donc, vous allez retrouver sur quotidien.com, bien entendu, tous les papiers qui ont été faits à Athènes. Je ne vais pas tous les faire ici, mais il y en a un qui est très important, parce que c'est la seule réussite de Syriza, Claude. Amener Aube Dorée au pouvoir lors des prochaines élections. C'est ça la vraie chose, la vraie conclusion. Les Grecs sont sonnés. L'extrême gauche dans laquelle ils avaient placé leurs espoirs les a totalement trahis. Et par 2 fois, s'il vous plaît, en l'espace de 6 mois seulement. Un record du jamais vu en 50 ans de politique moderne. Et comme les mauvaises nouvelles arrivent ensemble, M. Tsipras a été obligé de mater la révolte dans son équipe. Il les a tous virés, ces ministres, ou presque, de son gouvernement. Une purge. Une vraie purge dans la bonne vieille tradition stalinienne. C'est normal, il est d'extrême gauche. Et son ministre d'annoncer, en toute discrétion, figurez-vous, des nouvelles élections à venir en septembre ou en octobre. Pourquoi ? Parce que les branquignoles marxo-utopistes de Syriza ne passent pas une seule journée maintenant sans se faire insulter ou cracher dessus par ceux qui les ont élus. La TVA est déjà passée de 12 à 23% du jour au lendemain. Et la liste des humiliations quotidiennes, des nouvelles humiliations quotidiennes, ne fait que commencer. Toute viande de bœuf passe ainsi, je l'ai dit tout à l'heure, à une TVA de 23%. Le porc et le mouton passent à 13%. Totalement fou. En même temps, le géant Vinci s'est porté immédiatement candidat pour acheter tous les aéroports grecs et que Eurobank a racheté toutes les filiales de la Alpha Bank grecque en Bulgarie. On brade la Grèce. Imaginez quand même que Tsipras a été élu avec la promesse de mettre un terme à l'austérité. C'est quand même complètement fou. Et au lieu de cela, il en a remis plusieurs couches. Attendez, il a même remis des couches d'austérité qui n'étaient pas prévues lors des premières négociations. C'est purement hallucinant. À ce niveau de tension avec le peuple, la situation est intenable pour les élus Syriza, d'où les nouvelles élections promises par le ministre de l'Intérieur. Élections que, bien entendu, la Troïka fera tout pour empêcher. Alors, voilà, donc vous retrouvez ça dans Reuters et dans The Independent. Mais la maman de M. Tsipras a déclaré dans un magazine People que son fils ne mangeait plus et qu'il ne dormait plus. Vous vous rendez compte, c'est triste. Mais malheureusement, bientôt, tous les Grecs, ce sont tous les Grecs qui ne mangeront plus ni ne dormiront plus. Et du coup, avec de nouvelles élections, devinez qui va faire un super carton. Nikos Michaloliakos, le chef du Parti national-socialiste grec, le chef du parti nazi grec, qui avait été mis en prison avec des faux dossiers, des fausses accusations orchestrées par un juge choisi sur mesure à la botte du gouvernement précédent. Une arnaque, une méga arnaque juridico-politico-bancaire, une insulte à la démocratie techniquement, du même niveau que l'imitation de la signature des juges par la JP Morgan et d'autres banques en 2010 pour saisir les maisons des pauvres gens le plus vite possible. En Grèce, plusieurs centaines de militants antifascistes se sont réunis samedi à Athènes. Une manifestation organisée en parallèle d'un rassemblement du parti d'extrême droite Aube Dorée qui a confirmé son statut de 3e formation politique du pays lors des dernières législatives avec plus de 6% des voix et 17 sièges de députés. Des députés qui ne sont toutefois pas sûrs de pouvoir siéger au Parlement. 7 d'entre eux sont en prison, mis en examen comme toute la direction du parti pour appartenance à une organisation criminelle. Les militants réclament leur remise en liberté. Ils ont reçu le soutien de nationalistes allemands. Les nationalistes de toute l'Europe doivent travailler ensemble, souligne ce membre du NPD. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus soutenir Aube Dorée aujourd'hui. La tête du patron d'Aube Dorée avait même été vendue avant d'avoir été coupée par le Premier ministre de l'époque lors d'une conférence aux États-Unis devant un parterre de banquiers israéliens terrorisés à l'idée qu'un nouvel Hitler puisse renaître des cendres de l'histoire des banques en faillite. Ne jamais oublier, Hitler est monté en puissance avec la méga faillite de la banque Credit Anstalt Rothschild. Avec de nouvelles élections donc, Aube Dorée va récolter la mise.
que dis-je, rafler la victoire, niquer, car vous pouvez être certain à 100% que là, les Grecs se vengeront en masse de tous leurs politiciens pourris, de gauche, de droite, etc., qui les ont entraînés dans le mur. Leur bulletin va peser 1 tonne et dessus, il y aura de marqué Chrissy Avgi. Aube dorée ne restera pas à 13% comme aujourd'hui, mais flirtera avec 30 ou 40%. Et dans une élection législative proportionnelle à la grecque, eh bien cela veut dire 30 à 40% des sièges pour Mikalioulakos et ses hommes, qui ont une sacrée revanche à prendre après avoir passé du temps en prison pour rien. Voilà où mènent les mensonges au peuple, juste pour se faire élire. Les pieds nickelés de Syriza pourront se féliciter d'avoir fait renaître l'esprit de revanche nationaliste, le même, exactement le même, je le répète, qui a porté Hitler au pouvoir après les accords de Versailles, humiliant le peuple allemand avec une politique d'austérité similaire à celle des Grecs aujourd'hui. Désormais, avec la Grèce, nous sommes comme à Berlin du temps d'Hitler. Le nationalisme radical va être le boomerang qui va arracher la tête de ces crétins de financiers protestants allemands qui ne savent faire qu'une seule chose, compter leurs marques. Ils ont un peu trop vite oublié comment leurs ancêtres avaient réagi dans les mêmes circonstances d'austérité économique. Cela s'est très mal terminé. Même Emmanuel Macron, notre ministre des Finances, arrive à sa façon à la même conclusion que moi. Il a dit dans une interview dans le Financial Times que l'eurozone traverse une guerre de religion avec une Europe du Nord qui est calviniste et qui ne veut pas pardonner les péchés des pécheurs, et une Europe catholique dans le Sud qui veut tourner la page. Donc ça, c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Les Grecs se sont mis sur la ligne dure des calvinistes, a-t-il ajouté. C'est quand même absolument hallucinant de voir que notre ministre parle effectivement de la guerre entre protestants et catholiques au niveau des finances. Alors, vous allez voir également cette intervention vidéo de l'année dernière de M. Mikalioulakos au Parlement d'Athènes. Έχω καταρχάς να καταγγείλω ότι οδηγήσατε με χειροπέδες τον αρχηγό του τρίτου πολιτικού κόμματος της χώρας και μάλιστα δεν του δώσατε καν τη δυνατότητα σε προηγούμενες συνεδριάσεις σαν αρχηγός και πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος να έχει λόγο. Είναι αστείο δε ότι με βάση, λέει, το άρθρο 57 του Σοφρονιστικού Κώδικα είμαστε σήμερα εδώ. Και η ίδια εισαγγελεύς που υπέγραψε την απαγόρευση να είμαστε εδώ όταν ψηφιζόντουσαν κρίσιμα νομοσχέδια που μας αφαιρέσατε τα πολιτικά δικαιώματα παράνομα και αντισυνταγματικά, μας το απαγορεύσατε. Ποια μεγαλύτερη απόδειξη θέλετε ότι ζούμε σε ένα κράτος εισαγγελέων, ότι παρεμβαίνετε ομάς στη δικαιοσύνη. Qu'en pensez-vous là de cette montée d'Aube dorée inévitable? Attention, là c'est pas l'extrême droite, là c'est l'extrême droite. Non, ce sont vraiment des nationaux socialistes. Ils se revendiquent d'ailleurs des nazis. Bon, je pense que c'est hélas la conséquence logique d'une situation qui a vu les partis politiques les uns après les autres trahir le peuple, la droite. Ah ben là c'est une trahison, c'est une belle trahison. Là l'extrême gauche de Syriza a évidemment sans cesse, pendant les quelques mois qu'elle a gouverné, viré de bord. Les autres partis sont décriés, n'ont pas réussi. La classe politique est corrompue dans son ensemble. Il est évident que dans un cas pareil, ce sont les extrêmes qui bénéficient de la situation, et on peut craindre en effet qu'Aube dorée n'apparaisse comme le fameux serpent de Gaxote que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Quand un peuple coule, il se raccroche à un serpent. Ils se raccrocheront à Aube dorée, ce qui évidemment est un problème majeur. Puis il est éloquent, Mikalioulakos, oui, attention. Mais vous savez, on a trop vite enterré en Europe les causes des guerres. On a cru que faire l'Europe, celle que nous connaissons, allait nous préserver définitivement des guerres, mais elle ne nous préserve absolument pas, puisque les erreurs que nous avons faites sont en train, d'abord, il y a une guerre civile en France, que j'ai évoquée tout à l'heure. Vous allez avoir une guerre civile en Grèce aussi, parce que vous avez des gens d'extrême gauche qui en profiteront pour faire le coup de feu contre Aube dorée. On l'a vu en France, on l'a vu avec l'extrême gauche de Mélenchon, qui venait perturber systématiquement toutes les manifestations publiques, conférences, etc., du Front National. Oui. On l'a vu avec, il me semble, si mes souvenirs sont bons, c'était Marion Maréchal Le Pen. Donc on peut imaginer ce que va donner l'extrême gauche avec quelqu'un comme Mikalioulakos. Oui, qui n'est pas... Ça a chauffé là. Le Front National n'est pas un parti nazi. Non,
c'est un parti. Donc, c'est un c'est parti. on ne peut absolument pas dire du FN que c'est un parti nazi, c'est pas possible. Donc, on va avoir en Grèce très certainement des événements graves, mais comme toute cette émission le prouve, on aurait bien tort de ne regarder que la Grèce, car des événements graves se préparent ailleurs qu'en Grèce. Alors, je vais vous donner la liste sur laquelle Tsipras donc est revenu de Bruxelles, sur laquelle il a cédé sur toute la ligne. Hein. Il est revenu avec son slip sur la tête, c'est le cas de le dire. Voilà ce qu'ont demandé Bruxelles, hein, M. Juncker. Licenciement immédiat de tous les fonctionnaires grecs politisés. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Autrement dit, un fonctionnaire grec qui avait sa carte de Syriza, hein, par exemple, eh bien, il était licencié. Donc, vous voyez, déjà, c'est la fin de la démocratie. C'est le fascisme européen qui se met en place. Ensuite, accepter le retour de la Troïka à Athènes. Alors, il n'est pas précisé, mais moi, j'ajoute à ma façon, avec l'obligation de leur jeter des fleurs par les Grecs, les jeunes femmes. Voilà. Alors ensuite, augmenter toutes les TVA. À des 23%, voilà, c'est fait. Élargir le périmètre de l'impôt à encore plus de monde. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est en train de se faire. Privatiser totalement l'EDF grec, hein, de manière à ce que ça aille dans les poches privées, hein, l'argent de l'électricité. Se débarrasser des prêts non rentables. Sous-entendu, saisir, bien entendu, tout ce qui peut être saisi chez les gens. Redéfinir la totalité du système grec de retraite et pré-retraite. Autrement dit, les mettre à nu ou ne pas les payer. Mais mise en place de nouvelles procédures d'expulsion dans le Code civil. Donc ça, c'est pour saisir les boutiques, les bureaux et bien entendu les maisons individuelles, les appartements, le plus vite possible. J'ai vu exactement la même chose à Chypre, où le Parlement, pour saisir un appartement, il fallait, grosso modo, c'est une procédure qui durait 6 ans. Et le Parlement européen a exigé une modification de leur code civil ou pénal pour que ce soit fait en 3 mois. Vous voyez ? Donc ça permet de... Pourquoi ? Parce que ça permet de mettre ça dans le bilan, dans le bilan des banques. Garantir l'indépendance politique de Elstat, donc l'INSEE grec. Donc là, il y a une idée derrière. Acceptation immédiate de la totalité des réductions budgétaires demandées par la Troïka. Bon, c'est fait, il a accepté tout ça. Redresser la situation financière des banques, alors on ne sait pas trop ce que ça comprend, et garantir l'indépendance de l'agence de privatisation d'État qui va tout privatiser. C'est authentique, je vous assure. Garantir la privatisation de l'agence de privatisation, l'indépendance de l'agence de privatisation d'État qui va tout privatiser au profit de Bruxelles. Mais là-dedans, vous avez quelque chose d'encore plus dingue. L'Europe, Bruxelles, la Troïka va mettre tout ça, tout ce qu'ils vont privatiser en Grèce, dans un hedge fund qui va, bien entendu, être installé, je vous le donne dans le mille. À Bruxelles. Non, mieux, au Luxembourg. Ah, au Luxembourg. Au Luxembourg, ils ne paieront pas d'impôts chez M. Juncker. D'accord. Voilà, le président du Parlement européen. J'avais lu qu'ils allaient le mettre à Bruxelles. Non, Luxembourg. C'est mieux. Vous vous rendez compte, vous avez tous ces Européens qui vous disent qu'il faut se battre contre l'évasion fiscale, etc. Et la première chose qu'ils vont faire, ils vont saisir l'électricité, ils vont privatiser tout ce qui est public en Grèce et ils vont le mettre dans un hedge fund au Luxembourg. Non mais ça ne s'invente pas ça. Vous ne l'avez pas vu à la une de une scandalisée du Monde, de Libération. Là, franchement, c'est extraordinaire. Et bien entendu, ils veulent voler tout ce qui est la possession de l'Église orthodoxe grecque. Hein, c'était la première chose qu'ils voulaient faire. Alors, Max Kaiser dit carrément qu'il faut arrêter les nazis européens tout de suite, avant qu'il ne soit trop tard. Hein, voilà. De son côté, M. Stiglitz confirme à qui veut l'entendre que si le PIB de la Grèce a chuté de 25%, causant un chômage de 25%, c'est tout simplement parce qu'elle a appliqué les mesures économiques que l'Europe lui avait demandées. Ça ne peut pas s'inventer, ça non plus. Donc on voit bien que l'Europe est quelque chose de totalement destructeur, que l'euro est quand même quelque chose de destructeur, et qu'il est en train d'éloigner les peuples les uns entre les autres, et qu'il est en train d'installer la haine entre les Allemands et les Grecs, et progressivement, je pense qu'on va voir une haine de l'Allemagne aussi bien monter en France. D'ailleurs, on l'a déjà vu avec la déclaration d'un certain nombre de pontes du Parti socialiste. Alors, je vais vous donner les échéances de Syriza, que Syriza doit payer. Là, au 20 juillet, c'était 3,5 milliards qu'elle devait rembourser à la BCE, plus d'autres prêts, donc il y avait un total de 7 milliards. Vous avez vu que la BCE a prêté 8 milliards pour que la Grèce puisse rembourser la BCE. Donc c'est un coût pour rien. Tout est à l'avenant comme ça. On prête l'argent à la Grèce pour qu'elle puisse rembourser les pays étrangers. Votre sentiment là-dessus, sur ce tour de passe-passe ? Le sentiment, c'est que c'est un tour de passe-passe permanent. Depuis le début,
on n'a pas analysé suffisamment les raisons qui ont fait que la Grèce est en faillite. Bon, les raisons sont très simples. Les banques ont prêté inconsidérément à la Grèce, qui naturellement était contente de vivre à crédit, et les banques pensaient qu'en Europe, les créances seraient toujours remboursées. Donc les États ne sont pas intervenus alors qu'ils auraient dû surveiller, la Commission européenne devait surveiller. Et là, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle un soutien abusif. La sanction, tout à fait voilà, ça, soutien abusif, absolument. Les banques qui ont pris d'ailleurs une part de perte, mais une part seulement, car ce sont les États qui ont repris l'essentiel de leur crédit. Et donc, nous avons une situation où ce sont, je le dis avec beaucoup de fermeté, même si ça ne me fait pas plaisir l'idée qu'il faille payer pour la Grèce, mais ce n'est pas pour la Grèce qu'on doit payer. On doit payer pour nos fautes. Nous avons eu tort de laisser les banques prêter à la Grèce, et la Grèce ne s'en sortira pas si on n'annule pas ses dettes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut favoriser les gens qui ont fait des erreurs ou qui ont fait des malhonnêtetés. Je suis en train de constater une situation. Alors, actuellement, ce qu'on fait aux Grecs est totalement inutile, négatif et dangereux. Et d'autre part, il faut quand même, à un moment ou à un autre, que les sanctions aillent vers ceux qui sont les responsables des fautes. Ouais. Qui est responsable? Les banques, bien sûr, mais les États sont responsables. Et nous sommes, en tant que citoyens, nous sommes responsables, évidemment, notre corps défendant, nous sommes responsables des erreurs que nos gouvernants ont faites. Donc, je suis pour l'annulation de la dette grecque. Même si ça me choque en tant que contribuable, bien entendu. Mais je suis un contribuable français, mal représenté par des gouvernants qui ont fait n'importe quoi. Et je trouve normal, d'abord, d'évincer ces gouvernants qui ont failli, et ensuite de payer pour leurs fautes. C'est la loi de la démocratie. Ouais, justement, je vais vous donner une autre illustration pour... Alors, c'est assez drôle parce que c'est une illustration de mon livre 777 que vous connaissez, puisque vous avez eu la gentillesse de m'interviewer à l'époque pour ça. Tu ne pourras ni vendre ni acheter si tu n'es pas marqué par le chiffre du Target 2. Hein, c'est la nouvelle apocalypse grecque. Alors, ne pas oublier, hein, Jean a écrit son texte en Grèce, justement, sur l'île de Patmos, hein, qui lui est entièrement consacré aujourd'hui. Et une nouvelle fois, sa célèbre phrase a trouvé une illustration extraordinaire. Les entreprises grecques ont été exclues du système européen de virement bancaire électronique Target 2 au lendemain de son défaut au FMI. Alors, bon, éventuellement, il y a pire. Hein, la Grèce n'a pas encore été coupée de SWIFT, hein, mais c'était limite. Je vais préciser ce que c'est Target 2. Lancé en 2007 au sein de l'Union européenne, c'est un logiciel réseau piloté par Eurosystem auquel adhèrent toutes les banques centrales européennes. Et ça gère chaque jour plus de 360 000 règlements pour un montant quotidien d'environ 3 milliards d'euros. Voilà. Ça veut dire que les entreprises grecques ne peuvent pas payer leurs fournisseurs, leurs banques locales étant déconnectées. Elles ne peuvent pas être payées non plus. Et ça a été fait, si vous voulez, juste avant les élections. Hein. Bien entendu, c'est pour pousser les gens à voter en faveur de l'Europe. Bien sûr. Ben, bien sûr. La déconnexion a duré vraiment un sacré temps, il y a quelques jours. Jusqu'à lundi. Voilà. C'est pour punir les Grecs. Hein. Voilà comment Draghi, Mme Merkel et M. Juncker entendent pousser les Grecs à bien voter le plus nombreux possible, en les empêchant d'acheter et de vendre, et aussi d'être payés et de se rendre insolvables, et pour beaucoup par la menace de déposer le bilan. C'est ce que vous disiez vraiment tout à l'heure. Alors, justement, Claude, là, on a eu les confessions de l'ancien ministre grec, vous savez, qui a été démissionné le lendemain du référendum, M. Varoufakis, c'est extraordinaire. C'est le type qui a tout négocié, puis du jour au lendemain, il s'est fait virer, hein, pour des raisons. Alors, la presse grecque dit que c'est parce que Tsipras, en fait, est allé voir Poutine et qu'il avait demandé un prêt relais de 10 milliards d'euros, enfin l'équivalent de 10 milliards d'euros, pour lancer sa propre monnaie, parce qu'il s'apprêtait à envoyer se promener l'intégralité de la Troïka. Et à la dernière seconde, c'est ce que Tsipras laisse sous-entendre, j'y crois pas trop, mais bon. Et à la dernière seconde, Poutine lui aurait dit non, ce qui n'est pas le genre de Poutine. Hein, rappelons-le quand même, pour le principe. Bref, l'ancien ministre des Finances passe son temps à révéler les dessous des cartes, aussi bien dans la presse grecque que la presse internationale. Sa dernière analyse est que ce énième plan de sauvetage de la Grèce, donc le dernier, celui qui a été signé, ne fonctionnera pas pour la simple et bonne raison qu'on endette le pays juste pour qu'il rembourse ses échéances précédentes. Par exemple, sous le couvert de l'EFSF, la Grèce a bénéficié d'une nouvelle facilité, donc on en a parlé tout à l'heure, 7 milliards
7-8 milliards, dans le cadre des 80 et plus milliards prévus dans le nouveau plan, qui doit être voté encore par le Parlement grec. Juste assez pour que Athènes puisse rembourser la BCE. Une histoire qui ne peut que mal se terminer. Tant qu'une partie de la dette ne sera pas effacée, comme vous disiez, le pays continuera à s'enfoncer dans la spirale infernale de la dette et de ses intérêts. C'est aussi le constat à Bruxelles. Avec l'aide de M. Tusk, M. Hollande et M. Renzi, ont obligé M. Schäuble à repousser la sortie temporaire du Grexit. Mais M. Varoufakis, lui, a déclaré à la BBC que ce plan pour sauver la Grèce va se retrouver dans les poubelles de l'histoire comme le plus grand désastre macroéconomique et le plus grand désastre de gestion jamais vu. Ce programme sera un échec, peu importe de la manière dont on va l'implémenter. D'ailleurs, c'est déjà un échec. Voilà ce que dit Varoufakis. Et je précise que le Financial Times avait annoncé qu'il serait fort probable que les banques grecques prennent 30% de tous les dépôts des Grecs dans leur banque, toute somme dépassant les 8 000 €. C'est le fameux bail-in qui a remplacé le bail-out, c'est-à-dire c'est-à-dire que là on rase les gens. Ce n'est plus le contribuable qui paye les défauts, c'est désormais le déposant. Je ne sais pas comment tout ceci va se terminer, mais... Très mal, à coup sûr. On va montrer à l'écran la carte de France des bombes, tous les emprunts toxiques enfouis par les banquiers voleurs. Et pour une dernière information avec vous, pour les Français, elle est importante. Le Crédit Agricole a escroqué le département de l'Ain avec un taux d'intérêt, écoutez bien, de 28%. Le département est géré par le Parti socialiste, je précise. Alors, pendant que M. Hollande défend les intérêts du Crédit Agricole à Bruxelles, les élus PS de l'Ain se font dépouiller par la même banque. Cherchez l'erreur. De notre lectrice Samira. Elle nous rappelle que les ordures, on va les appeler comme ça, du Crédit Agricole n'ont rien à envier à celles d'Dexia. Je cite, voici un bel exemple de raquette de la part du Crédit Agricole auprès du département de l'Ain. Ben oui, quand on est un banquier privé, on est là pour endetter les gens au maximum avec des taux usuraires à faire pâlir d'envie. Les gens de la Dexia, un taux d'intérêt de 28%. Voici ce que devrait payer le Conseil général en fin d'année 2014 pour un prêt particulièrement toxique. Souscrit en 2006 auprès du Crédit Agricole, cet emprunt à 20 ans semblait à l'époque intéressant puisqu'il offrait un taux de 2,4%. Mais il cachait un piège. Dans un deuxième temps, le taux pouvait grimper d'un cran à chaque fois que l'Euribor, 3 mois, la moyenne des taux, 3 mois des banques de la zone euro, etc., sortait d'une fourchette. La fourchette ayant été dépassée, les taux se sont donc envolés, chaque hausse s'accumulant à la précédente par un effet de boule de neige. Voilà, c'est vraiment une belle arnaque. Pour sortir de ce prêt, le Crédit Agricole nous demandait une indemnité de remboursement anticipée de 33 millions. Bref, vous retrouverez tous les détails sur quotidien.com. Allez-y, lisez bien, parce que je vous rappelle que toute cette revue de presse, vous l'avez déjà en amont sur la revue de presse. Mais alors, Claude, quand vous savez que le Libor et l'Euribor ont été totalement manipulés par les banques, justement pour déclencher tout ça, ont été bidonnés par les banques, eh bien ne vous étonnez pas pourquoi Mme Taubira a décidé de se coucher et de ne pas poursuivre toutes les banques participantes au nom du peuple français. La France n'a toujours pas déposé, il n'y a aucune action juridique contre toutes ces banques qui ont bidonné l'Euribor. Et je dis ça depuis maintenant des années. Mais là, on a un exemple pratique, le département de l'Ain, où la petite ligne en Arial 2 a été déclenchée justement par la hausse soudaine de l'Euribor, et qui était bidonnée par ces mêmes banquiers. Voilà comment ils sont arrivés à un taux d'intérêt de 28%. Crédit Agricole, vous êtes une bande de voleurs, mais c'est invraisemblable. Vous êtes une bande d'ordures, mais il n'y a pas d'autre mot. Dexia, Crédit Agricole, Société Générale. Mais c'est le peuple français qui paye, ce sont les Français qui payent là. Claude, votre analyse, vous étiez candidat au présidentiel. Vous étiez candidat à devenir président de la France. Non mais sincèrement, en tant que candidat, qu'est-ce que vous dites là, votre commentaire pour clore cette revue de presse? Je dis que nous sommes partout face à un système où personne ne respecte d'abord les règles les plus élémentaires de l'économie et deuxièmement, personne ne respecte les lois. Il y a des choses qui sont interdites et par ailleurs, l'irresponsabilité totale des élus locaux est engagée aussi. J'y vais. Une petite cité touristique dans la pointe nord des Ardennes. Il y a quelques années, le centre-ville a entièrement été rénové. Mais ces travaux ne sont plus qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, les finances de JV sont dans le rouge.
En 2017, la ville aura perdu la somme de 800 000 €. 800 000 €, ça représente par rapport à notre budget de fonctionnement qui est de 10 millions d'euros, très clairement, ça représente 8% de recettes en moins. Claude Wallendorf est le maire de Givet. Cette importante somme perdue, c'est la baisse des dotations de l'État aux collectivités. Les comptes de la France sont dans le rouge, alors le gouvernement demande un effort aux communes. Le maire est inquiet, sa ville est déjà lourdement endettée. Montant de la dette à rembourser, 21 millions d'euros. Fini les investissements, fini les travaux d'embellissement. La ville doit se serrer la ceinture et trouver par tous les moyens des rentrées d'argent supplémentaires. Au siège de l'Association des maires des Ardennes, les réunions sur l'état des finances des communes se multiplient. Comme Givet, elles sont nombreuses à s'inquiéter de la baisse des dotations de l'État. C'est franchement insoutenable. À partir du moment où on constate une baisse des dotations de l'État par rapport à certaines communes qui sont déjà impactées par un budget très compliqué, oui, on peut s'inquiéter des situations futures. On installe à la tête des mairies, à la tête de toute une série d'organismes, des gens qui sont incapables d'exercer ces fonctions et qui auraient dû s'inquiéter tout de même du fait qu'ils souscrivaient des emprunts avec des menaces de rehaussement des taux qui étaient extrêmement redoutables. On a bien vu ça lorsque les banques leur proposaient évidemment des prêts mirobolants, etc., en disant qu'il n'y a aucun risque. Nous connaissons tous le baratin des banques. Mais franchement, indexer, quand on est responsable d'une commune, d'abord emprunter trop, c'est de la folie. Il ne faut pas trop endetter. Mais les mecs, ça se trouve, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'Euribor. Non, ils ne savaient pas, mais ils ont fait la même chose avec le franc suisse. La France est un pays où on a écarté toutes les personnes responsables, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, tous ceux qui seraient capables, qui sont capables de lire un bilan, capables de faire des préventions, on les a... Savez-vous qui sont les élus locaux? Mais ce sont des fonctionnaires à la retraite. Bien sûr. C'est ça, les élus locaux. Donc, tous ces gens n'ont jamais... Ils se sont entubés, mais... bien sûr, ces gens de leur vie n'ont jamais su ce qu'était un bilan. Voilà. Et maintenant, ils ont amené leur commune à la catastrophe. C'est pour cela que je vous dis que nous sommes dans une situation de guerre. Ces gens-là doivent être remplacés. Alors naturellement, vous me direz, il y a eu des élections. Bien sûr, mais pourquoi ces élections ont-elles amené ces personnes à ces postes de responsabilité? Tout simplement parce que les autres sont tellement pressurés qu'ils ne peuvent même pas songer à faire autre chose. Ils ne peuvent pas se consacrer à la chose publique. Et c'est ça l'objet de cette guerre civile que nous déplorons et dont nous souffrons. On cherche à écarter tous ceux qui sont libres. Et on veut les remplacer par des fonctionnaires. On voit le résultat. Eh bien, Claude Reichmann, merci à vous d'avoir participé à cette revue de presse particulièrement déprimante. Disons-le franchement. Disons-le franchement. Là, pour le coup, heureusement qu'il y a les vacances, sinon on se remettra pendant les vacances. Voilà, pour ceux qui en prennent. Pendant les vacances. Alors, je rappelle quand même, donc, si vous cotisez au RSI, voilà, vous avez une solution, la solution que préconise Claude Reichmann, mais d'autres associations également, il n'est pas le seul. Voilà, donc ça, vous avez une porte de sortie là. Pour sauver vos euros, je dis toujours la maison avec le potager et le jardin, ça c'est le b.a.-ba. Ensuite, pièces d'or, pièces d'argent et bien entendu, couronne norvégienne. Vous avez tous les détails sur la revue de presse. Vous avez donné une image, je reviens là-dessus, parce que je pense à cet euro qui est en train de nous étrangler. Vous avez dit qu'au début, vous avez que quelques personnes qui franchissaient le mur de Berlin. Il n'y avait que quelques personnes qui avaient le courage de sauter, même si elles se faisaient tirer dessus par les capots, etc. Vous pouvez nous le redire? En fait, je me plaçais un peu plus tard, lorsque le mur de Berlin a connu sa première brèche. Oui. C'est-à-dire que ça s'est fait dans des conditions qui maintenant commencent à être bien connues. C'est-à-dire que le régime était à bout et finalement quelqu'un a dit dans une émission, un des responsables, que finalement on ouvrirait le mur. Donc les gens ne se le sont pas fait dire, les plus hardis ont franchi le mur. Mais j'employais cette image pour essayer de démontrer qu'il ne faut pas se désespérer de ce que la masse ne soit pas encore en France en mouvement. Ça n'est jamais la masse qui bouge la première. Les premiers qui ont franchi le mur, c'était les plus audacieux, c'était les plus motivés ou les plus inconscients, peut-être, qui sait. Les plus courageux, peut-être. Et les plus courageux. Les plus inconscients, ça va ensemble. Ça va ensemble. Oui. Mais très vite, lorsqu'une avant-garde franchit une porte, mais que la porte est ouverte, tout le monde s'y engouffre ensuite. Écoutez, Claude, je m'appelle Pierre, donc en l'honneur de Saint-Pierre. Sur cette pierre, mon père s'appelait également Pierre, donc voilà. Et Pierre a les clés. Donc vous parlez de porte, c'est la meilleure conclusion. N'hésitez pas.
sortez du système, libérez-vous de ce carcan européen qui est en train de nous étrangler, qui est en train d'étrangler le pays, qui est en train d'étrangler nos entreprises. On le voit avec la révolte des paysans en ce moment même. Je ne sais pas ce que ça sera quand la vidéo sera terminée, mais en tout cas, on les salue. On vous salue également, chers spectateurs, chers lecteurs et auditeurs. Je vous remercie, vraiment, nous vous remercions pour votre fidélité, pour l'immense succès que vous avez réservé à la revue de presse précédente avec Pierre-Yves Rougeron. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle revue de presse, une très grande revue de presse, mi-septembre ou peut-être dans la 3e semaine de septembre. Merci à vous, à bientôt. Vraiment, profitez-en pour vous reposer. L'espoir, comme dit Claude Reichmann, est toujours là. Effectivement, au mur de Berlin, au début, c'était que les inconscients qui le franchissaient. Et puis, au fil du temps, finalement, le mur s'est écroulé. Et je crois que c'est la meilleure conclusion, c'est la meilleure image qu'on doit garder dans notre tête. Merci à vous, je vous embrasse toutes et je vous remercie. Et n'oubliez pas, votre ange gardien, qu'il vous accompagne pendant vos vacances. Merci à vous et merci à lui.